Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio d'un sport. 1-0. Retrouvez Andé, animé par Ludovic Gavard. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ravi de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, pour cette deuxième édition de Andé. C'est la deuxième pour nous, mais c'était la première journée de championnat qui a eu lieu ce week-end, et l'ouverture de ce championnat a eu lieu entre Toulouse et Paris. On a vécu un excellent match qui a parfaitement lancé cette saison. Pour nous parler de ce match, Rémi Calvel sera avec nous. On reviendra avec lui sur sa carrière, sur la saison qui arrive. Il y aura également la lourde tâche de répondre aux questions de Stéphanie Fernandez. On enchaînera après sur le reste des rencontres de cette journée. On prendra également des nouvelles sur les adversaires des clubs français en lice pour la Ligue des Champions. On restera également avec les équipes étrangères, avec un petit tour d'Europe, l'ouverture également de la Liga, la 5e journée de la Bundesliga. Vous avez compris, c'est la rubrique de Sébastien Ripstein. Juste avant la Pro D2 de Sébastien Mongin, on recevra Benjamin Pavoni, le coach de Créteil. Il reviendra avec nous sur la saison galère de l'année dernière et sur cette Pro D2 et ce match hier contre Mulhouse. Donc vous avez compris, encore un excellent programme ce soir, et il ne pourrait pas se faire sans nos experts. Va-t-on avoir un deuxième coup de gueule ce soir de Michael I. Bonsoir Mika. Salut tout le monde. Non, pas de coup de gueule, pas de coup de gueule à l'horizon. Pas de coup de gueule en perspective. Bon, on parlera avec toi tout à l'heure de ton état de santé quand même. Pas mal d'auditeurs s'inquiètent, donc on va prendre soin de toi. T'inquiète pas Mika. C'est gentil. Alors, il connaît tout sur les championnats étrangers. Il s'impose petit à petit comme une pièce maîtresse de l'équipe Andé. C'est Sébastien Ripstein. Bonsoir Sébastien. Bonsoir tout le monde. Et merci pour le pièce maîtresse. J'apprécie. Et c'est normal. Et puis, la voix féminine de l'émission, c'est aussi sa deuxième participation. C'est Stéphanie Fernandez. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir à tous, bonsoir messieurs. Alors, on remarquera ta galanterie quand même. Ouais, t'as remarqué ça, je change un peu. J'essaye de changer un peu tout ça. Alors, avant de commencer, on va parler de la LNH, comme je te dis, Mika. Petite question. Tu t'as eu des problèmes au genou. En plus, c'était une soirée galère avec la défaite d'Aix. Comment vas-tu déjà? Bah écoute, ça peut aller, c'est pas top. Je sortais d'un début de pubalgie, j'arrivais à m'en sortir et là sur le premier match, au bout de 10 minutes, j'ai le genou qui repart un peu comme ça me l'avait fait l'an dernier. Là, j'ai un bout de cartilage qui avait sauté et qui me gênait plus et là, je pense qu'il a rebougé. Je dois faire un IRM pour savoir ce qu'il en est. Je pense pas que ce soit trop grave, mais c'est gênant. Donc, t'en as pour combien de temps là, à peu près d'immobilisation? Tout dépendra de l'IRM. Ça peut être une semaine, ça peut être 3 semaines si je dois me faire opérer. On verra. Bon, en espérant que ça soit rapide pour toi, Mika. Alors, je pense que Rémi est avec nous. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Alors Rémi, je vous présente un peu l'équipe de Handé ce soir. Donc Mickaël I, d'Aix-en-Provence, qui est là. On a aussi notre spécialiste du championnat étranger, Sébastien Ripstein, notre consultant. Ouais. Et puis on a, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous la présenter, Stéphanie Fernandez, notre nouvelle recrue à nous. Je connais pas, je sais pas qui c'est. Bon, vous allez peut-être apprendre à la connaître. Monsieur Calvel. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, Rémi, avec ce superbe match contre Paris. On a senti vraiment un tout nouveau état d'esprit chez les Phoenix. Alors Rémi, que s'est-il passé pendant cette avant-saison? C'est quoi? C'est le discours du coach qui a changé? C'est une prise de conscience collective? C'est le recrutement qui fait que on a senti vraiment transformé? Mais déjà, c'est vrai qu'on a quand même renouvelé l'effectif. On a eu quatre nouvelles recrues et pas mal de départs. Donc, on a quand même bien chamboulé notre effectif. On a aussi eu un changement de défense. Donc, historiquement, à Toulouse, on a toujours défendu ce qu'on appelle un 5 homme. C'est une défense assez particulière. Et là, on est passé sur un système qui est complètement différent. Donc, je pense que tout ça a fait que il y a aussi un nouvel état d'esprit et l'ensemble fait que le début de saison effectivement est assez encourageant. Mais bon, c'est que le début. On est à la première journée, donc je crois qu'il faut rester quand même. Il faut rester à sa place. Pour l'instant, on a fait un bon match, mais ça suffit pas à réaliser une belle saison. Alors, en parlant de recrutement, comment se passe l'adaptation de ces nouvelles recrues justement?
Bah, très bien, il n'y a pas de problème parce que c'est des bons gars qui se sont très très bien intégrés assez facilement. Il y a deux Espagnols, donc déjà au niveau de la langue, c'est plus facile pour eux. Les deux autres sont un Serbe et un Monténégrin, donc eux ont un peu plus de mal avec la langue, mais ça vient petit à petit. Puis au-delà de ça, c'est quand même des mecs qui ont ou déjà joué dans d'autres équipes, qui ont pas mal voyagé, donc ça leur pose pas de problème de s'intégrer dans un nouveau collectif. Et puis on a quand même un groupe qui vit plutôt bien et qui est assez sympa, donc il y a aucun problème à ce niveau-là. Alors, ce match contre Paris, j'imagine que juste avant, vous auriez signé pour un petit match nul. Et puis en fin de compte, quand on voit un peu la physionomie du match, on se dit qu'il y a peut-être un peu de frustration du côté de Toulouse, non? Bah, complètement, parce que, bah, comme vous venez de le dire, au vu du match, je pense que non seulement il y avait moyen de gagner, mais surtout on aurait dû gagner. Donc, quand on mène de 3 buts à quelques minutes de la fin, mais généralement, quand on gère bien sa fin de match, on le gagne. Bon, là, ça n'a pas été le cas, mais on avait quand même en face une belle équipe. Le point du match nul, c'est vrai, on aurait tous signé avant le match si ça avait été le cas, mais au vu du match, très sincèrement, je pense que plus qu'on a perdu un point plutôt qu'on en a gagné un, quoi, on va dire. Alors, un peu surpris aussi peut-être par le niveau de jeu affiché par Paris. Très surpris même, bien qu'on avait vu, on les avait vus sur Trophée des le champions. tournoi qu'ils avaient réalisé la semaine dernière, donc Le le trophée des trophée des champions. champions. Et c'est vrai qu'ils avaient été peut-être un petit peu moins impressionnants. Donc on s'était dit, tiens, peut-être c'est le moment de les prendre. On était assez content en fait, pour rien vous cacher, de les prendre en début de championnat parce qu'on sait que ce genre d'équipe, de grosses équipes où il y a là aussi beaucoup de changements à l'intersaison, mettent un petit peu plus de temps que des équipes plus rodées où il y a moins de changements à se mettre en place. Donc c'est vrai qu'on était content de les prendre au tout début de saison. Et au vu de leurs prestations de la semaine dernière, c'est vrai qu'on on a été surpris, mais quand même on s'attendait à un niveau de jeu peut-être un petit peu plus faible que ce qui était annoncé. Alors, vous attendez, est-ce que pour vous, Paris sera toujours le favori, quoi qu'il arrive, de ce championnat? Ouais, bien sûr, ils ont une équipe extraordinaire. Il y a de très 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 beaux joueurs, mais je pense que ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu à se mettre en place. Mais ils restent les favoris parce ils ont une équipe au-dessus du lot. Bien que je pense ils vont être embêtés dans pas mal de salles parce qu'ils sont attendus, parce que tout le monde a envie de les taper et parce qu'ils font rêver et qu'on a toujours envie face à ces équipes-là de jouer son meilleur handball. Mika? Ouais, est-ce que tu les as trouvés un peu suffisants dans leur jeu? Tu parlais de taper là, c'est vrai que dès qu'ils étaient un peu agressés, je pense notamment à Mikkel Hansen, bien sûr, qui est considéré comme un des meilleurs joueurs au monde, et dès qu'il est un peu agressé, loin des 9 mètres, n'a plus trop envie d'y aller. En défense, on a vu que c'était pareil, dès qu'il y a un peu d'espace, qu'il est attaqué en un contre un, et Valentin l'a très bien fait, il a du mal. Est-ce que tu as eu l'impression qu'ils n'étaient pas rentrés dans le match, qu'ils étaient venus un peu à la légère? Ouais, complètement. Je pense qu'ils n'ont pas pris ce match par le bon bout. Ils sont arrivés, alors, suffisance, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'ils n'avaient pas mesuré l'envie qu'on avait sur ce premier match à domicile. On a été, c'est vrai, beaucoup plus agressif. Tu l'as dit, il y a notamment sur Hansen, un petit peu plus haut, qui aime pas trop être agressé, qui a l'habitude de jouer assez facilement dehors des neufs, de libérer ses ballons, de pouvoir shooter sans être touché. Et puis en défense aussi, c'est vrai que je les ai trouvés vraiment pas terribles parce que il y avait pas mal d'espace. On a enchaîné pas mal de 1 contre 1 où il y avait pas trop de fermeture. On sentait pas beaucoup d'entraide dans cette équipe. Donc on en a profité, mais c'est vrai que le niveau autant défensif que offensif était pas terrible. En attaque, je les ai trouvés aussi assez perso. Ça manquait de fluidité, ça manquait de relations fines, ça manquait de pas mal de choses en fait. Et tu parlais d'un changement de défense. Quelles ont été vos armes alors justement pour les faire déjouer? C'est une défense plus de zone où vous êtes tous ensemble à fermer? C'est ça votre Ouais, nouvelle... exactement. Les problèmes qu'on a eu l'année dernière, c'est qu'on était beaucoup trop isolés les uns des autres. La défense homme-homme, c'est vrai que c'est une défense qui peut être vachement bien, mais il faut avoir on va dire les mecs qu'il faut pour faire cette défense. Cette année, on est passé sur une défense de zone, donc beaucoup plus compacte, où on a beaucoup plus d'entraide, on joue beaucoup plus les trajectoires de balles. Et c'est vrai que c'est assez rassurant pour le bloc défensif de se sentir aidé, d'avoir du monde autour. Donc on a mis ça en place et ça a plutôt bien marché sur Paris. Je crois ils ont
pas réussi à vraiment trouver de solution face à cette défense. Et les seuls vrais buts qu'ils ont mis, c'était plus des exploits perso que vraiment des attaques collectives. Donc c'est ce qu'on cherchait à mettre en place. Et ce nouveau, je me rappelle plus son nom, numéro 3 central, là, on parlait d'intégration, il a vraiment pris son rôle tout de suite. Il a été désigné comme chef de défense et c'est vraiment lui qui vous gère la défense en général. Ouais, complètement. Ben, on l'a recruté pour ça. C'est un garçon qui est très expérimenté. Il a 33 ans. Il vient de je sais plus où d'ailleurs. Je sais même plus où est-ce qu'il jouait. Mais on va dire qu'il a lui aussi beaucoup d'expérience. Il a joué en équipe de Serbie. C'est quelqu'un qui connaît très bien la défense. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, qui aboie énormément, mais par contre, il connaît vraiment bien les principes de défense. Et c'est vrai que ça facilite la mise en place de cette défense quand on a un mec comme lui derrière qui connaît très bien les astuces et les remplacements. C'est vrai que ça nous aide vachement. Ouais. Il fait un très bon travail. On a vu aussi une petite nouveauté, c'est le placement de Valentin Porte. Défensif, ouais, tout à fait. Ouais, Ouais. Et ouais. puis offensif aussi d'ailleurs. C'est vrai qu'il joue un petit peu plus arrière et il joue pas mal en numéro 2 en défense. Ben, le positionnement défensif, je crois que c'est surtout dû au fait qu'on veut pas faire un changement de plus attaque-défense parce que le championnat maintenant, ça va de plus en plus vite et c'est vrai que tous ces changements attaque-défense, ça affaiblit un petit peu le repli défensif. Donc le but de mettre Valentin en numéro 2, c'est de pouvoir l'utiliser déjà en arrière droit en attaque et de pas être obligé de faire un changement attaque-défense. Donc comme il s'en sort pas trop mal pour l'instant, je crois que c'est de bon augure pour la suite. Puis il amène pas mal de choses en attaque parce qu'il a vachement de percussion, il a un très bon contre un, il a du bras. Donc c'est un bon relais à notre nouvelle recrue Montoro qui lui est dans un registre complètement différent. Donc ça permet au coach d'avoir différentes armes, mais je trouve que c'est plutôt bien. Alors quels sont les objectifs de Toulouse alors cette saison? Les objectifs de Toulouse, c'est de réaliser une meilleure saison que l'année dernière. C'est d'avoir une défense bien meilleure que l'année dernière, parce que l'année dernière, on a fini, je crois, 13e défense sur 14, donc Ouais. c'est vraiment pas terrible. Donc je crois que c'est vraiment le point essentiel pour nous cette année, avoir une assise défensive qui nous permette de pouvoir monter des ballons et d'assurer peut-être des matchs contre des concurrents directs sur le milieu de tableau, de pouvoir gagner ces matchs, parce que l'année dernière, c'est ce qui nous a fait défaut. Donc on va dire se mettre à l'abri le plus rapidement possible et après essayer d'aller grappiller les points et emmerder un petit peu le haut du classement. Voilà. Alors le prochain match c'est contre C'est contre Dunkerque Dunkerque. Ouais. mercredi soir. Ouais, ça va être encore ça va être un lourd C'est vrai difficile que quand quand tu même. commences le championnat par Paris et Dunkerque qui ont fini premier et deuxième de la saison passée, bon, c'est du costaud. On était assez content de prendre Paris en première journée. Aller à Dunkerque, c'est une autre paire de manches parce que déjà c'est à l'extérieur et de deux, Dunkerque à domicile, c'est toujours une grosse équipe. Et C'est vrai. on a vu l'année dernière, ils ont perdu très peu de matchs à domicile. C'est une belle équipe qui, qui eux, ont pas beaucoup changé, mais il y a eu très très peu de recrutement à Dunkerque. Et donc c'est une équipe qui est bien rodée, qui est bien soudée. Donc on s'attend vraiment à un gros gros match. Alors vous savez qu'on a quand même, on porte chance hein, nous sur Andé, hein, et ça se vérifie encore. On avait invité Romain Guillard, bah, Dunkerque a gagné. L'invité du lundi gagne son prochain match. Ça se vérifie à 90%. Mika, tu peux en témoigner. Donc Oui, oui, mais c'est pas pour moi par contre, hein. non, Moi, non, c'est ça, plutôt- ça c'est pas, non, c'est vrai que ça n'a pas porté chance à Mickaël et ni à Benoît Perabou. Donc bon, on verra pour vous et on espère un bon match. Hein. Il y aura plus l'effet de surprise déjà, hein, donc Dunkerque c'est chaud. Je crois, Sébastien, tu avais quelques petites questions. Oui, moi j'ai juste deux petites questions pour Rémi concernant l'équipe de France. Voilà. Déjà, bonsoir Rémi. Bonsoir. Donc, moi, juste deux petites questions. Donc, déjà, l'équipe de France, est-ce que le fait de retrouver l'équipe de France, c'est encore dans un coin de ta tête ou dire que tu voudrais en faire partie à nouveau, c'est de l'utopie au jour d'aujourd'hui? Je crois qu'il faut être assez réaliste. L'équipe de France, c'est une des meilleures équipes du monde, donc les gens qui la composent font partie des meilleurs joueurs du monde. Moi, aujourd'hui, mon principal objectif, c'est de retrouver, de retrouver du temps de jeu, du plaisir, d'essayer de faire les meilleurs matchs possibles avec Toulouse. Le reste, très franchement, ce serait du bonus, mais aujourd'hui, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Je crois qu'il y a quand même énormément de joueurs qui sont très très talentueux. Donc il faut avoir la tête sur les épaules, mais ça ne veut pas dire qu'on manque d'objectifs, mais je crois qu'il faut rester à sa place, il faut travailler sereinement.
D'accord. Et ensuite, la dernière question ce serait justement, toi qui as connu justement les équipes de France jeunes, notamment l'équipe de France junior et tes premières sélections en équipe de France A, comment juges-tu justement l'avenir de cette équipe de France sur le plan international depuis qu'on sait justement que certains cadres comme Didier Dinard, Guillaume Gilles se sont arrêtés, aussi également Daouda Karaboué, et qu'on ne sait toujours pas au jour d'aujourd'hui si Bertrand Gilles continuera avec l'équipe de France ou pas. Ton avis sur justement sur l'avenir justement de l'équipe de France, notamment avec le prochain Euro Junior ou dans les années qui viennent, ton ressentiment là-dessus? Ben écoute, on a dans le club pas mal de jeunes qui passent par ce genre de catégorie et je crois savoir que les résultats dans les équipes de France jeunes, juniors, etc. sont plutôt bons et même à la hausse parce que moi j'ai souvenir à mon époque, on était toujours en difficulté dans ces catégories-là. Oui. Et j'ai l'impression que de plus en plus au fil des années, les équipes jeunes et juniors font des podiums, vont dans les championnats du monde, s'y débrouillent plutôt bien. Donc, ben, je crois que c'est plutôt vachement bien pour l'avenir du handball français. Mais après, au niveau de l'équipe de France A, très honnêtement, moi, je ne me fais pas énormément de soucis. C'est vrai qu'il y a pas mal de cadres qui arrêtent. Il y a des grands joueurs qui ont stoppé ou vont stopper leur carrière. Compte tenu du potentiel qu'on a, quand je vois des super joueurs qui sont maintenant déjà depuis pas mal de temps en équipe de France et qui sont pas encore à la trentaine, je me dis quand même qu'il y a pour l'équipe de France de beaux jours devant nous. Il y a des jeunes qui montent, il y a des anciens qui sont là depuis un moment, qui font partie des meilleurs joueurs du monde. Très franchement, pour l'instant, moi, je suis pas trop inquiet. Voilà. D'accord. Ok, donc tu restes confiant sur l'avenir et sur le potentiel de nos Français, donc. Ouais, complètement. Alors, Ouais. je crois que Stéphanie avait une petite question également. Ah bah, j'ai une petite question pour Rémi, mais elle est plus perso, puisqu'effectivement, vous lui avez posé la question de l'état d'esprit que je trouve qui a énormément changé. Mais Rémi, j'avais une petite question, c'est quand on parle de Toulouse, on parle d'un joueur emblématique et effectivement, on en vient à Rémi Calvel. Mais pourquoi tu n'as jamais tenté ta chance ailleurs? Écoute, j'ai eu l'opportunité de le faire. Et j'ai hésité pendant un moment pour plusieurs clubs et c'est vrai qu'à chaque fois, je me demandais si ma vie serait mieux, si handballistiquement je serais mieux dans le club où j'allais éventuellement signer. Et malheureusement, à chaque fois, la réponse était non. Donc c'est la raison pour laquelle je suis jamais parti. C'est tout simplement parce que j'ai pas senti à un moment donné que j'aurais une évolution notoire et que j'aurais la chance de faire des choses beaucoup mieux dans un autre club. Donc, ben, je sais pas, j'ai pas du tout de regrets, mais franchement, partir pour avoir la même chose, ça m'intéressait pas. Donc, voilà. Pour l'instant, je suis très très bien à Toulouse. Peut-être que j'y serai toute ma carrière. Peut-être que un jour je partirai, mais c'est vrai que pour l'instant, je suis très très bien ici. Bon, ben, pour le bonheur des Toulousains et des Toulousaines, je te rassure. C'est gentil. Justement, Toulouse, ville de sport, je voulais savoir un peu comment on va arriver à exister avec, les gros clubs que sont le club de football et surtout le club de rugby. Est-ce que vous arrivez quand même à vous faire votre place dans cette ville? Ben, c'est vrai que ça, c'est depuis toujours, on a ce problème. Toulouse, c'est une ville de rugby. C'est-à-dire, tu parles du foot, du rugby, mais chez nous, le foot, c'est vraiment presque anecdotique parce que les vrais stars du sport toulousain, ce sont les rugbymen. Il faut savoir que ici, tu vois, dans la rue, tu vois beaucoup, beaucoup de maillots du stade, des écharpes, des trucs. Tu vois aucun maillot du TFC ou même du hand ou du volley, qui est aussi en première division. C'est vraiment une terre de rugby depuis toujours. Le stade, ça fait rêver tout le monde ici. C'est vraiment l'emblème de la ville et même de la région. Donc, on a énormément de mal à se faire une petite place au soleil derrière le rugby. On y parvient de plus en plus parce qu'on a réussi à faire venir des joueurs comme Jérôme, entre autres, Daouda les années d'avant, des joueurs internationaux qui sont une vraie vitrine pour nous. Mais c'est vrai qu'après, derrière le rugby, il faut essayer d'exister, mais c'est vraiment pas évident. Et même le foot qui génère beaucoup plus d'argent, c'est un autre monde, on est bien d'accord, mais même en termes d'image, le foot reste très loin derrière le rugby à Toulouse, quoi. C'est vraiment ici les stars. Voilà. Donc, difficile. Alors, En même temps, j'ai entendu qu'à Toulouse, on disait jeu de main, jeu de Toulousain. Bon, a priori, pour le hand, ça passe aussi. Ça marche aussi, c'est vrai, tu as Ça raison. marche aussi. Bon, parfait, il y a une place à prendre. il y a une place à prendre, effectivement. Alors, juste avant de passer à
petite interview décalée de Stéphanie. Une petite question d'un auditeur qui nous dit, c'est Vince qui nous parle, vous avez parlé de l'objectif en championnat, mais en coupe, est-ce que Toulouse a pour objectif de se qualifier via les coupes pour une qualif en Europe, quoi? Ouais, les coupes, je crois que c'est plus, on va dire, c'est du bonus. On les jouera bien sûr à fond parce que nous, on n'a pas de Coupe d'Europe, on n'a pas C'est donc vrai. on a des matchs, on va dire, on a un calendrier qui est assez léger par rapport à d'autres équipes. Donc évidemment, bien évidemment, qu'on jouera toutes les coupes à fond du début à la fin. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a jamais réalisé de très bons parcours en coupe. Je sais pas ce que ça va donner, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera à 100% sur tous les matchs, que ce soit coupe, championnat, et on lâchera rien. Allez, ça va être au tour de Stéphanie Fernandez maintenant de vous poser quelques petites questions. Bonne chance, Rémi. Attention, Steph, sur ta bite, hein. Ah oui, c'est bien. Non, toujours pas. Bon, écoute. Alors, bon, déjà, je voulais te remercier d'avoir accepté l'invitation Avec plaisir. et puis de te soumettre et répondre en toute honnêteté à l'interview décalée spéciale Rémi Calvel. Alors, Rémi, ton surnom dans les vestiaires? Rennes. Le nombre d'années au sein du club? Ça doit faire, je sais pas, je dirais 11 ou 12, quelque chose comme ça. Bon, bien, je vérifierai. Alors là, par contre, j'ai eu de nombreuses questions, mais c'est toujours les mêmes de certaines auditrices. Ta situation familiale? Mais juridiquement, je suis célibataire, puisque je ne suis pas marié, mais D'accord, j'ai une copine depuis 2 ans. très bien. Alors, pourrais-tu nous dire ton vilain petit défaut? Ah, je suis affreusement étourdi. Ça te J'oublie, pose un j'oublie sans problème? arrêt mes clés, mon portable, une horaire d'entraînement, enfin tu vois, des trucs comme ça, quoi. Mhm. Quel est l'objet dont tu ne te sépares jamais? Ou en tout cas, Ma t'essayes. brosse à dents. Ta brosse à dents. Oui. Pas pratique, mais oui. Organisation. Ta plus grosse Soirée, bêtise, ça, et brosse à Rémi? dents. Ouais, quand tu sors en soirée, il a sa brosse à dents apparemment. C'est ça, Rémi? Non, mais presque, à chaque fois que je rentre, je me brosse les dents direct. Je supporte pas de pas me brosser les dents, en fait. C'est juste ça, quoi. Le secret de Rémi Calvel est donc là. Ouais. Ta plus grosse bêtise, Rémi, si elle est avouable? Ma plus grosse bêtise? Mhm. Oh, j'en sais rien du tout. Alors là... Si, je sais, il y a un truc. C'était il y a très longtemps, c'était à l'époque où on pouvait le faire. Je suis sorti la veille d'un match de championnat. Voilà, alors je l'avoue, mais là, bon, On peut plus le 18 faire. ans. J'avais 18 ans, j'étais jeune, j'étais un peu fou. Et voilà, on est sorti, parce que j'étais pas tout seul, évidemment, on est sorti la veille d'un match qu'on a gagné. Ah, Mais c'est la seule fois où je l'ai fait, mais j'ai regretté parce que j'étais vraiment pas bien. bon. Ça t'a réussi? Ouais, j'avais été pas mauvais, ouais. Bon, ça va. Ce qui te comble de bonheur? Être au bord de l'eau avec deux, trois copains en pêchant et en buvant une bière. Ton juron préféré? Putain, qu'il y ait une virgule à Toulouse, bien évidemment. Oh, Ouais, j'ai entendu dire que le bout du compte, tu l'avais pas mal. Bout du camp aussi, ouais, ben c'est pareil, ouais, ça c'est des points, les virgules. Alors, Rémi, 30 ans, c'est bien ou 20 ans, c'est mieux? Ben, si on parle, je pense que handballistiquement, 20 ans, c'est peut-être mieux. Mais dans la vie, je vais dire 30 parce qu'on commence un petit peu à goûter à d'autres plaisirs. Mhm. Une question, brune ou blonde? Les deux, On parlait de la bière, hein. bien sûr. Bien sûr. Ton meilleur compagnon de chambre? Je suis avec notre capitaine préféré, Monsieur Pierre Richel. Alors, cite-moi, donne-moi, balance-moi le nom du coéquipier le plus roublard pour éviter les exercices un peu relous. Qu'il soit de cette année Euh, ou d'une saison passée. je vais dire Wesley Pardin. Le plus drôle. Le plus drôle, écoute, en ce moment, on en a un qui est très en forme parce que c'est le roi de l'imitation, Monsieur Loïc Van Covenberg. Bon, ben on l'invitera pour nous faire des imitations, hein, Oui, oui, Loïc. tu peux, Excellent. ouais, il est pas mal. Le plus égoïste. Le plus égoïste. J'en ai aucune idée, je vois pas. Ouais, Égoïste, t'as pas envie d'avoir de problème. il y en a pas trop quand même, hein. Bon, t'auras pas de Ouais. soucis, va. Alors, Rémi, où tu te vois dans un an? Dans un an, jour pour jour, je me vois, je me vois juste après la première journée de championnat où on aura reçu Paris pour la deuxième fois consécutive, mais cette fois-ci on les aura gagnés d'un but.
Bien. Et dans 5? Dans 5, écoute, si mon corps est vraiment très très sympa avec moi, je pense qu'il m'aura laissé jouer jusque-là, mais j'en suis pas sûr. Donc, si c'est pas le cas, peut-être que je serai dans un cabinet de podologie en train de faire des semelles à ton mari. D'accord. Bon, d'ici là, il aura arrêté, je te rassure. Enfin, je m'en chargerai personnellement. Rémi, tu es sélectionneur. Est-ce que tu te prends en janvier pour les championnats d'Europe au Danemark? Surtout pas. Merci pour ton honnêteté. Par contre, avant d'arrêter ta carrière, donc sous les ordres de quel entraîneur tu aimerais jouer? Euh... je- Bah, écoute, j'ai eu une très très bonne relation avec un entraîneur que j'ai déjà eu, qui est parti, et qui, quand il est arrivé, j'étais remplaçant et je jouais environ 35 secondes par match. Et quand il est parti, je venais de faire ma première sélection en équipe de France, donc je lui dois beaucoup. Et c'est vrai que si un jour je pouvais retravailler avec lui, ça me ferait très plaisir. C'est Laurent Bezot. D'accord. Donc revenir à celui qui t'a Ouais, permis d'en être là. ouais, tout à fait. D'accord. Est-ce que tu aimes mon questionnaire? Est-ce que tu es à l'aise dans ce genre de questions? Très très à l'aise. Très à l'aise. Bon, bah, Ouais, il n'y a écoute. pas de souci. Bon, quand même, les bonnes choses ont une fin. Mais alors, pour finir, je te propose donc de me poser une question à l'aveugle. C'est-à-dire, tu me poses une question pour l'invité de la semaine prochaine sans que je te dise le nom de ce dernier. Ah, oh là là. Alors, je voudrais savoir. Tiens, je voudrais que tu lui demandes s'il y a une paire d'arbitres qu'il déteste et laquelle. Merci Rémi. Pour le mettre un petit peu dans la Merci. merde. Et celle de Romain, c'était Merci à laquelle? toi. C'était celle sur l'équipe de France? Ah oui, Romain Guillard, exact, il avait posé une question. Oui, alors, mais Romain Guillard a posé une question, mais effectivement, Sébastien l'a déjà posée. Mais effectivement, la question de Romain Guillard à l'aveugle la semaine dernière était de savoir si tu te voyais revenir en équipe de France. Ah oui. Ah, d'accord. Donc voilà, écoute, tu as répondu que pour l'instant, effectivement, c'était pas le moment, mais est-ce que tu t'y voyais y revenir quand même? Bah écoute, comme tout compétiteur, comme tout joueur du championnat de France, je crois que c'est le rêve de n'importe qui d'aller en équipe de France. J'ai eu la chance de le faire une fois. Ce serait un grand bonheur d'y revenir. Mais très, très honnêtement, aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment faire partie des tout meilleurs joueurs du championnat. Et pour moi, actuellement, c'est pas le cas. Donc, je crois il faut pas rêver. Je travaillerai pour et j'essaierai de donner le maximum, mais c'est très, très difficile. Bon, bah écoute, c'est tout le mal que je te souhaite. Merci Ah, pour c'est tout, gentil. Rémi. Très bonne saison Merci. à toi et bonne saison au Phoenix. Merci. Eh ben, c'était Rémi Calvel. Merci Rémi d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à vous. On a passé un excellent moment et puis au plaisir, hein. Eh ben oui, avec grand plaisir, quand vous voulez. Et bonne chance pour la saison avec les Phoenix. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, à bientôt. Merci, ciao. Ciao, Mika. Ciao. Eh ben, c'était Rémi Calvel. Donc, c'était toujours sympathique, hein. C'est la première fois qu'on l'avait en plus. Donc, ça sera pas la dernière fois, on l'espère. Alors, on a parlé. Cet accent qui respire le rugby quand même. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc on a le prochain invité, mais on va le garder hein, quand même sous le coude. Je vous le dirai peut-être en fin d'émission. Donc on a parlé de Toulouse-Paris. Parlons aussi des autres favoris de ce championnat. On va commencer par quelque chose qui est pas très agréable. Mika, c'est Montpellier. On attendait une réaction de Montpellier, on l'a eu. Alors est-ce que c'est Montpellier qui a vraiment bien joué ou Aix qui a complètement déjoué, Mika? Bon, il y a un petit peu des deux. Il y a Montpellier qui a été très sérieux, qui a fait le match qu'il devait faire, et il y a Aix-en-Provence qui était venu pour les embêter et qui n'a pas été capable de se mettre au niveau et qui a fait beaucoup trop d'erreurs pour pouvoir prétendre à un quelconque résultat dans cette salle. Là où je suis un petit peu déçu, c'est que d'une année sur l'autre, quand on regarde l'an dernier, on était venu faire quelque chose de quand même plus sympa. On avait perdu de 3 buts, je crois, avec Nico Karabatic qui nous C'est vrai. fusille à la fin du match. Donc c'est vrai on nourrissait d'autres ambitions. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est pas plus mal. Ça nous fait redescendre sur terre et ça nous montre un peu le travail qu'il y a encore à effectuer. Et ça nous rappelle, si on l'avait oublié, que ça va encore être une saison très difficile
et qu'on va jouer le maintien et qu'il va falloir se battre plus que ça pour y arriver. Ouais, surtout que le prochain match est contre Ivry, hein, un déplacement difficile, pareil. Hein, donc, on espère déjà que tu retrouves un peu la forme et puis qu'Aix arrive pareil, à se sauver hein, cette saison. On l'espère tous. Donc, Montpellier commence bien son championnat, tout comme Nantes également, qui fait partie aussi d'un des favoris qui jouait à Ivry, justement. Seb, comment tu les as trouvés les Nantais? Alors, victoire 29-24, je le rappelle. Nantes qui se positionne déjà comme une équipe aussi à battre, hein. Ah, on a perdu Seb. Si, je suis là. Bah écoute, Nantes, effectivement, Nantes montre déjà qu'il faudra à nouveau compter avec eux cette saison, quoi, et leur première sortie était vraiment plus que convaincante à mes yeux. Alors Nantes vainqueur, tout comme une grosse équipe aussi, c'est Saint-Raphaël, mais qui a eu un peu plus de difficultés, Stéphanie, par rapport face à Nîmes. Nîmes quand même qui revient dans ce championnat après un an passé en Pro D2, mais voilà, un peu de difficulté pour Saint-Raphaël, mais qui s'impose quand même. Ah, j'ai perdu Stéphanie. Le petit micro peut-être? Non, elle est peut-être partie. Bon alors Non, Mika, c'est ça, je vous avais ah, perdu, mais je suis là. c'est le... Non, un match effectivement, donc ce que vous disiez, très très serré, où je pense qu'on a eu la meilleure prestation du week-end de la part d'un gardien, en la personne de Djukanovic, qui a fait Ouais. une belle prestation, qui aide quand même Saint-Raph à remporter ce match, mais Nîmes qui avec un Sorina encore en forme, C'est vrai. va forcément poser des problèmes quand même, beaucoup de problèmes cette saison. Alors Sorina, un 7 sur 12, tout comme Cocheteux aussi, qui a été bon, un 8 sur Et Sorina 11, qui Cocheteux fait qui a été très 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 bon. bien aussi. C'est le duo qui fonctionne bien au 6 niveau du sur scoring. 6. Ouais, 6 sur 6 pour le joueur de Nîmes. Et puis, on a oublié aussi de parler des 9 buts de Jérôme Fernandez hein, pour Toulouse aussi, ça a noté. Donc, Un petit jeune en forme. un petit jeune en forme de 36 ans, donc parfait tout ça. Donc, c'est vrai que les buteurs hein, sont bien au rendez-vous. Il y a une équipe quand même qui a déjoué. On s'attendait peut-être à mieux du côté de Chambéry, Mikas, face à Cesson-Rennes. Chambéry, vainqueur du Trophée des Champions. Ils sont un peu déjoués par Cesson et ils s'en sortent avec le point du match nul. Ouais, on peut pas leur en vouloir. Je pense que ils ont dû avoir du mal à digérer un peu ce week-end à Sousse où ils ont dû célébrer ce titre qu'ils attendaient depuis une dizaine d'années, si ce n'est plus. Donc, je pense qu'ils ont dû avoir une semaine un peu difficile à redescendre sur terre et à se repréparer au championnat, même si c'est des grands professionnels et que je suis sûr qu'ils l'ont fait correctement. Mais dans un coin de la tête, c'est sûr que entre Chambéry qui avait joué, en plus on se rappelle des conditions climatiques à Sousse, c'était vraiment très difficile. Donc pour récupérer physiquement, ça a dû être compliqué. Et rajouter à ça une équipe de Cesson qui arrive en fin de prépa et normalement en pleine bourre. Donc ça a dû être difficile. Et puis aller gagner à Cesson, c'est jamais facile. On sait que c'est une équipe qui va compter dans ce championnat, même s'il n'y a pas d'énormes individualités. C'est un collectif assez intéressant et ça fait quelques années qu'ils naviguent dans les bonnes eaux de la LNH. Donc il n'y avait pas de raison que ça fasse pas un beau match. Et c'est une belle performance des Cessonnais pour débuter le championnat. Alors il y a une autre équipe aussi qui a un peu mal débuté à domicile. D'habitude c'était Benoît Perabou qui nous en parlait le mieux, mais c'est Tremblay qui s'incline face à Dunkerque, comme quoi on porte chance vraiment aux invités du lundi, hein, notamment à Romain Guillard avec je sais plus, je crois que je l'ai vu 2 sur 3, il me semble-t-il pour Romain. Pareil, Tremblay, malgré un bon Tuzolana hein, quand même, Sébastien à 8 sur 10, mais Tremblay ça n'a pas suffi pour s'imposer. C'est Dunkerque qui démarre aussi superbement ce championnat. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais bon, après, beaucoup de personnes qui ont vu le match ont trouvé que même si Tremblay a fait une début de match catastrophique et qu'ils ont vraiment, entre guillemets, bu la tasse pendant toute la première période, il y a quand même un collectif intéressant et comme on l'a vu, de grosses individualités. Donc, je pense aussi que c'est une équipe qui peut monter progressivement au régime. Après, c'est vrai que contre Dunkerque, ils ont eu une belle réaction vers la fin. Tu parlais notamment de Tuzolana qui a fait une belle partie. Bon, ça n'a hélas pas suffi, mais après, c'est vrai que Dunkerque est actuellement, je pense qu'ils sont en forme, qu'ils ont fait une belle préparation et qu'ils ont aussi bientôt la Ligue des Champions.
Mais pour Tremblay, je pense que c'est une équipe qui va monter progressivement en puissance, puisqu'on sait qu'ils ont fait quand même un beau recrutement, avec notamment Bosquet, etc. Et voilà. Je Voilà. pense que ça a été une entrée en matière un peu difficile, mais après, le championnat, on sait que ça joue aussi sur la durée. Il nous reste un petit match, Célestat Dijon. Un petit mot si vous voulez, Stéphanie, sur Célestat qui s'impose face au promu 25-21. Oui, voilà, très très contente pour Célestin. Après, c'est pas évident de commencer par le promu, de recevoir dans sa salle parce que pression oblige, il faut absolument gagner. Dijon, lui, arrive et voilà, il est temps de gradement sa chance et bon, ça aurait pu le faire, mais voilà, Célestat a fait un match plutôt sérieux. J'ai vu au niveau donc des stats que les tirs, en tout cas, étaient assez bien répartis, une équipe assez équilibrée. Le danger vient un peu de partout, avec un 4 sur 8 de Podiello. Donc non, un match assez. Je m'y attendais. Voilà, en fait, c'est ça. Je m'y attendais. Pas de surprise. Mais par contre, je trouve que Dijon a bien accroché quand même. Ouais, effectivement. Je crois qu'ils reviennent sur la fin aussi. Il me semble qu'il y a eu un gros écart pendant le match quand même. Mm. Oui, c'est ça, oui, tout à Ouais, mais ils fait. reviennent. C'est une équipe qui a du cœur. Donc, voilà, faudra quand même surveiller parce que elle peut quand même accrocher dans sa salle. Pourquoi pas une équipe qui viendrait un peu en dilettante. Ouais, donc, À noter l'arrière droit qui a mis pas mal de buts, il me semble. C'est assez rare sur ce poste-là pour le signaler. ouais, effectivement. Donc Dijon, on verra un peu comment va se comporter cette équipe dans le championnat. Alors, la deuxième journée va jouer ce week-end avec notamment à Paris-Chambéry. Hein. Donc, ça va valoir aussi son déplacement. Attention à Paris qui est entre guillemets sous pression déjà. Il y aura Dijon, Montpellier, Nîmes, Cesson, Dunkerque face à Toulouse, on en a parlé, Ivry, Aix-en-Provence, Nantes, Célestat et Saint-Raphaël, Tremblay. Donc encore une bonne Ouais. petite journée. Tu parlais de Paris, c'est marrant parce que je viens de voir un tweet de Luc Avallo qui met déjà venez nous supporter Ouais. Chambéry, Minsk, semaine décisive. On Déjà, vient de, on vient de commencer le championnat et ils ont déjà une semaine décisive, quoi. Mais c'est vrai que comme le disait Rémi, je les ai trouvés, enfin, très. Autant on avait d'une part une équipe assez solidaire et de l'autre côté des individualités qui essayaient vraiment d'apporter, mais chacun de leur côté. Et c'est vrai que Luc a raison, l'heure est vraiment au regroupement, à essayer de ressouder ou de souder quelque chose. Et ça m'étonne pas ce petit tweet. Je pense que effectivement il peut y avoir un début de feu si Chambéry vient à renouveler son exploit. ouais, effectivement. Donc Paris-Chambéry. Sachez-le, chers auditeurs, ça sera Cyril Dumoulin, normalement, notre prochain invité pour lundi prochain. Préparez vos questions. Donc voilà, et on verra un peu l'objectif. On est comme Canal+, en fait. Nous, on invite tous les mecs qui jouent contre Paris. Mais en plus, j'ai même pas fait exprès. Et j'ai partagé son futur, son teaser sur ce futur livre, et puis j'en ai profité pour l'inviter, et puis après j'ai Ouais, regardé, toi, oui. tu croyais qu'on se démarquait un peu. Bah non, mais même pas, tu vois. 20h38, alors classement un peu anecdotique, hein, j'ai envie de dire, c'est la première journée, voilà, et ceux qui ont gagné sont premiers, ceux qui ont fait match nul sont au milieu, ceux qui ont perdu sont derniers, donc on va pas s'étaler là-dessus. Par contre, on va parler, et ça c'est avec toi Sébastien. Oula. Ah. Ah, je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est le jingle de Sébastien Epstein. Voilà, c'est le nouveau jingle. J'ai une page malencontreuse qui s'est ouverte. Donc voilà, Sébastien Richtam, ton nouveau jingle, un petit cadeau pour nous parler un peu de la Ligue des Champions qui On va pourra jouer. juste changer de jingle, ça te dérange pas? Ouais, pas de souci, il est un peu fort, c'est vrai. Donc Ligue des Champions oblige, on va commencer par nos clubs français. Paris, Dunkerque. On était habitué peut-être à Montpellier, Chambéry, mais bah, c'est Paris, Dunkerque. Ouais, justement, oui, c'est vrai que comme tu disais, la Ligue des Champions qui reprend ses droits, notamment ce week-end. Alors c'est vrai que deux clubs français engagés dans cette compétition, comme à chaque fois, mais la surprise vient effectivement du fait que ni Montpellier ni Chambéry, qui sont les deux habitués de ces fameux joutes, ne sont présents. En revanche, donc cette fois, c'est place au PSG Handball, qui cette saison ne cache pas ses ambitions d'atteindre le dernier carré de l'épreuve, et Dunkerque, qui sera un peu le novice dans cette compétition, mais qui peut pourquoi pas jouer l'effet de surprise, quoi. Alors pour Dunkerque, Stéphanie, Mika, est-ce qu'ils sont capables d'aller aller jusqu'au Final Four? Ah, Soyons fous. vas-y Mika.
Faudrait que tu me rappelles leur poule. Mais Eh ben, il va le faire, Seb. Bah déjà, pour te donner un petit élément de réponse, le premier match, c'est ce dimanche. Il joue du côté du Targi Kielce en Pologne. Si ça te dit quelque chose, Mika? oui, donc Si, ils ouais. vont déjà commencer par un gros, donc Enfin, un gros, ouais. ça va tout de suite les mettre Les dans le bain conditionner. de la Ligue des Champions, dans le bain des salles. Bon, même s'ils connaissent les salles étrangères, parce ils ont joué diverses Coupes d'Europe, mais les grosses salles étrangères de grosses écuries de la Ligue des Champions, ça va peut-être leur faire un peu bizarre. J'espère ils vont réussir à s'adapter. Mais pour répondre à ta question, Final Four, je pense pas. Et je pense même pas que ce soit leur objectif. Je pense ils peuvent se fixer comme objectif raisonnable d'essayer de sortir des poules et d'aller tout tenter sur un quart de finale qui peut peut-être leur sourire. Oui, c'est ça, exactement. Après, il y a un facteur chance que tout le monde peut avoir. Si tu croises pas sur ta sortie de poule un gros, pourquoi pas, bah, tu te faufiles et puis tu es la surprise du Final Four. Mais comme dit Mika, je ne pense pas que l'objectif soit vraiment dès la première année le Final Four. Mais en tout cas, des bons matchs dans leur salle et des bonnes prestations et apprendre de cette première année, oui. Mais, euh, mais ils la jouent pas pour la gagner déjà cette année, non. Ouais, effectivement, peut-être à la différence de Paris, hein, qui eux visent le Final Four et pourquoi pas le titre. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que Paris a annoncé déjà clairement la couleur. Ce qu'ils veulent, c'est le Final Four, quoi. Après, bon, déjà, le premier test, ça va être cette première journée, justement, puisqu'ils reçoivent à la Carpentier le Dynamo Minsk, qui est le champion de Biélorussie, quoi. Alors, pour resituer vite fait cette équipe de Dynamo Minsk, il faut savoir qu'elle est arrivée quand même la saison passée au stade des 16e de finale, éliminée par le Metalurg Skopje. C'est une équipe qui a quand même fini dans le groupe D, troisième, derrière Barcelone et Berlin, après quelques beaux petits matchs notamment. Ils ont perdu un de leurs artilleurs, c'est Vasko Sevalievich, qui est parti en Bundesliga à Hanovre, mais ils ont quand même recruté, pour moi, la petite perle rare du handball russe, c'est le demi-centre Pavel Atman. Donc ce sera vraiment un premier test vraiment intéressant pour Paris, qui jouera contre ces Biélorusses. Et là, sans vouloir leur mettre la pression, il est clair que les hommes de Philippe Gardant devront passer sans encombre ce premier obstacle, car dans le groupe C, il reste du lourd, hein. Ça, c'est une évidence. Alors, comme le Moi, dit, moi j'ai juste un petit avis sur Paris. C'est vrai ils ont les joueurs pour aller au Final Four, pourquoi pas gagner la compétition. Par contre, on oublie souvent que la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe, tout ça, c'est aussi quelque chose qui s'imprime dans l'ADN d'un club et c'est quand même la première, non pas la première fois parce qu'ils l'ont déjà joué il y a quelques années, mais c'est pas souvent qu'ils jouent la Coupe d'Europe. C'est un club qui est en train de se reconstruire, qui est neuf. Et une équipe, c'est les joueurs, mais c'est aussi toute une structure autour. C'est des entraîneurs, c'est des staffs médicaux, c'est des cadences d'entraînement, et je pense qu'ils n'ont pas encore pris leur rythme de croisière et que ça risque d'être difficile pour une première année comme ça d'arriver tout de suite au Final Four. ouais, bah, ça sera un peu la donnée, hein, l'inconnu du côté de Paris, voir un peu comment ils vont enchaîner toutes ces compétitions. Il y a d'autres clubs, hein, bah, les favoris de cette compétition, les Barcelone, Hambourg, Kiel, Seb. Alors comment ils sont lotis eux pour ce premier match? Bah écoute, Barcelone, tu parlais d'un favori. C'est vrai que cette saison, Barcelone fait comme figure de l'épouvantail, on va dire, surtout avec ce qu'ils ont récupéré, puisqu'ils ont récupéré un certain Nicolas Karabatic et encore Kirill Lazarov. C'est vrai que les Catalans, cette saison, plus Victor Thomas avait annoncé en début de saison qu'il voulait tout, enfin, qu'il voulait tout gagner, quoi, c'est-à-dire Coupe, Championnat et Ligue des Champions, bien sûr. Donc, on en sait un peu plus sur, on va dire, les intentions des Catalans. Après Kiel, bon, Kiel, c'est vrai que Kiel, ils ont passé un peu à travers la saison passée. Cette année, ils ont un recrutement qui, on en avait parlé une fois avec Mika, n'est pas, on va dire, n'impressionnait pas notre cher Michael. Après, c'est vrai qu'ils peuvent aussi, ils ont l'expérience, comme dit, de la Ligue des Champions. Ça peut aussi peut-être jouer en leur faveur, etc. Après, il y a aussi Veszprém, l'armada hongroise, qui cette année peut encore faire partie du Final Four. Et moi, je miserais peut-être une petite pièce à nouveau sur Kielce, qui joue quand même sur la continuité dans son effectif. Et en plus, qui a recruté un super pivot qui est Roulé Nagina Galde. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'ancien pivot Bien sûr. de Madrid et de la sélection espagnole. Donc voilà, ça ce serait a priori les favoris potentiels, on va dire. Eh ben écoutez, Ouais, pour revenir sur ce que j'avais dit, parce que j'ai vu un match de Kiel et c'est vrai que ça tourne quand même pas mal, même s'il y a eu beaucoup de départs, il y a notamment Isha qui est en train de revenir très en forme. Moi, j'avais assez peur du départ de Marcus Alm, mais Toftansen semble tenir le poste et de belle façon. Donc,
ça risque d'être une belle équipe encore cette année. Et comme je le disais, il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi tout l'environnement. Et l'environnement à qui ils l'ont et ils savent ce que c'est que d'aller au Final Four et de gagner une Ligue des Champions. Eh ben écoutez, je crois que Oui, tout à fait, oui, c'est vrai. je crois que Monsieur Pavoni nous a rejoint. Bonsoir, Benjamin. Nous Bah, avons perdu. On a oui, perdu pardon, Ludovic. pareil, pour petit souci de micro, je disais, Monsieur Pavoni nous a rejoint, me semble-t-il. Bonsoir, Benjamin. Oui, bonsoir à tous. Alors, on parlait un peu de Ligue des Champions. Est-ce que vous avez un avis, vous, sur votre favori? Est-ce que Paris, Dunkerque peut se sortir un peu leur épine du pied et pourquoi pas aller loin dans cette compétition? Ah, je vous cache pas que j'ai pas trop étudié la question. Maintenant, les favoris habituels, ce sont Barcelone, Kiel ou encore Kiel qui a constitué une grosse équipe, voire Vesprem. Voilà un petit peu mes favoris. Après, Paris, bien entendu, sont un très très gros collectif. Maintenant, il faut qu'ils constituent justement un groupe. Et je crois qu'à l'heure Cohésion. actuelle, c'est un petit peu ce qui leur manque. Il leur manque un petit peu de temps et c'est pas du jour au lendemain qu'on constitue des équipes, même si sur le papier, c'est c'est du très lourd. C'est vrai que c'est du très lourd. Juste avant de parler de Créteil, on va demander à Stéphanie un peu ce qu'elle en pense sur ses favoris pour la Ligue des Champions. Oh non, mais moi, mes favoris, effectivement, donc le Barça pour moi est le grand favori. C'est un groupe donc effectivement, qui ont signé Lazarov et Karabatic, mais qui n'a pas été trop remanié, mis à part ces deux monstres de recrues. Et alors, ma seule problématique est l'écart entre le championnat qu'ils vont avoir dans la semaine et les matchs de Ligue des Champions. En fait, cette équipe, si on regarde bien, elle est construite pour tout gagner, mais elle va vraiment disputer cette saison peut-être, allez, je vais dire 5-6 matchs vraiment de leur niveau, quoi. Après, ça va toujours être assez délicat. Donc, j'attends de voir comment ils vont se comporter dès qu'un gros va se présenter face à eux. Sinon, effectivement, je suis comme Benjamin, je mets Veszprém. Kiel sait et entre Kiel et Paris, voir si Paris réussit dès la première année à rentrer dans le Final Four, mais voilà mes favoris pour moi cette année. Eh ben, on va suivre Personne ne met le vainqueur de la Ligue des Champions de l'année dernière, alors. Hein. en bourg, ouais, effectivement. Bizarrement. Eh ben, on va suivre tout ça. Passons maintenant à la Pro D2 et je vous remercie Benjamin d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors, avant de revenir sur le début de championnat, revenons brièvement sur la saison dernière. Est-ce qu'avec du recul, Benjamin, vous avez pu un peu analyser cet échec? Oui, bien sûr. Je crois que bon, il y a pas mal de causes qui ont fait qu'on est redescendu en deuxième division. Maintenant, pas forcément que sur le terrain. Je crois que l'affaire Karabatic nous a fait pas mal de mal, parce que au-delà de la fête vers Montpellier, mais qui n'est pas dans notre championnat entre guillemets, ça a renforcé et on a vu de quelle manière cette équipe d'Aix qui s'est métamorphosée avec la présence de Karabatic. Donc bon, ça c'est une des raisons. Maintenant, nous, on a vécu une saison aussi difficile, on a eu pas mal de blessés, on a perdu pas mal de matchs d'un but ou deux. Bon, il y a pas mal d'explications. Après, Ouais. on peut toujours spéculer sur les choses, mais Bon, voilà, c'est fait, c'est du passé. Maintenant, c'est une nouvelle saison qui commence. D'ailleurs, Stéphanie, je crois que vous aviez une petite question. Bah, effectivement, Benjamin, en fait, la question qui se posait, c'est que d'habitude, une équipe qui descend subit souvent un grand remaniement afin de casser cette dynamique justement négative de la saison passée. Et en fait, je voulais savoir comment vous êtes arrivé cette année à changer cette dynamique, parce qu'il me semble que vous avez gardé à peu près le même effectif, si ce n'est que la recrue gardien, la personne de Pokuka. Donc, comment on change cette dynamique? bon, en fait, on a souhaité continuer avec une certaine partie du groupe. Bon, il y a quand même 6 joueurs qui nous ont quittés cet été. Il y en a 4 qui nous ont rejoints. On a un collectif assez jeune. On a voulu recruter des joueurs d'expérience. Donc, c'est pour ça que Dragan Pokuka nous a rejoints. Mate Sunjic, qui est un gardien aussi international croate, nous a rejoint cet été. Et puis, on a voulu aussi se renforcer dans le secteur défensif. Et l'arrivée de
le Vaidotas Grozas va dans ce sens-là. Il nous apporte D'accord. vraiment beaucoup de puissance, d'envie et de compétence en défense. Et puis un demi-centre espagnol aussi, Sergio de la Salud, qui a pas mal bourlingué en Espagne et Mhm. qui est dans le profil de demi-centre espagnol, capable de bien faire jouer son équipe. Voilà, donc on a gardé les joueurs qu'on voulait conserver, et puis on a renforcé un petit peu par de l'expérience. Voilà. Et pour le coup, le discours du coach change complètement cette année. Du coup, c'est de suite la première place que vous visez, non? J'imagine. Voilà, l'objectif, je crois qu'il est clair pour nous. On a envie de remonter tout de suite. Effectivement, on veut terminer premier. Alors, on n'a pas débuté de la meilleure des manières ce week-end. On est passé au travers de notre rencontre contre Mulhouse. Je crois qu'un des pires matchs que j'ai eu à coacher depuis que je suis à Créteil. Mais voilà, tant qu'on ne s'est pas brûlé, malgré pas mal d'avertissements. Le championnat de D2, c'est un championnat très compliqué où tous les week-ends, c'est une vraie bagarre et Mickaël en sait quelque chose. De prévenir les joueurs que ça allait être très difficile, que c'est pas une feuille de match qui fait gagner les matchs, hein. C'est pas le nom des joueurs. C'est vraiment un championnat compliqué. Donc voilà, ce week-end, on a payé pour apprendre. J'espère que la leçon va être retenue. C'est plutôt encourageant si vous avez vraiment fait un match tout pourri et qu'au final vous faites match nul contre Mulhouse qui est quand même une valeur sûre de la Pro D2, c'est pas si mal que ça alors. Bah, pas si mal, je sais pas, hein. Même en étant si mauvais, on avait les moyens dans les dernières minutes en menant d'un but et en ayant une balle, même 2 balles de plus 2, de gagner ce match. Maintenant, il va falloir qu'on affiche un tout autre état d'esprit, faire preuve de beaucoup plus d'humilité, parce que, comme je l'ai dit, chaque week-end, on va nous attendre et si on pense que les matchs sont gagnés d'avance, ça va être loin d'être le cas et en tout cas, moi, j'en suis convaincu. Ouais. Et Benjamin, quand vous dites d'état d'esprit, c'est qu'à un moment donné, on peut comprendre que peut-être avec vous descendez de première division, peut-être qu'à un moment donné, les joueurs se sont dit ça y est, on est en D2, on va tout casser, on va remonter. Peut-être un excès de confiance. Ouais, je pense, ouais, clairement. Je pense que bon, on a fait un gros retour vidéo, je vous le cache pas aujourd'hui. Effectivement, c'est quelque chose qui est ressorti. Des joueurs qui ne connaissaient pas ce championnat et qui pensaient que ça allait peut-être se faire naturellement sans mettre les ingrédients qu'il fallait et c'est loin d'être le cas. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils en ont pris conscience et en tout cas, j'espère. Alors, Benjamin, d'après vous, dans ce championnat, quels sont vos principaux concurrents pour cette montée? Bah, je crois qu'il y a effectivement pas mal d'équipes qui ont annoncé vouloir monter, comme Mulhouse, comme Chartres ou bien encore Billières. Ça, c'est à mon sens aujourd'hui les 3 principaux concurrents. Maintenant, il y a aussi des équipes de qualité comme Porto Combo, comme Angers, comme Vernon, Istres. Et j'en oublie, Nancy, etc. Donc, qui veulent aussi faire les playoffs, Massy, j'allais oublier. Donc, c'est vraiment un championnat très dense où, comme je le disais tout à l'heure, chaque week-end, c'est vraiment une bataille. Il y a des traquenards un petit peu partout et c'est vraiment l'équipe qui va être la plus régulière qui va pouvoir terminer premier. Alors, justement, prochain match, c'est contre Nancy. Est-ce qu'il faut s'attendre à quelques changements du côté de Créteil? Quelques changements, j'aurais bien aimé, puisqu'aujourd'hui on ne dispose pas encore de la totalité de notre effectif, puisqu'il y a Hugo Desca, Ivan Stankovic, Jérémy Toto, Benoît Gallas qui sont blessés. A priori, ils ne devraient pas faire leur retour ce week-end. Donc le groupe qui a joué ce week-end risque, à moins qu'il y ait un jeune qui rentre dans le groupe, risque d'être le même. Maintenant, je pense qu'on a de la qualité dans le groupe qui a joué ce week-end et on est capable de rebondir et d'aller, je l'espère, s'imposer à Nancy.
Eh ben écoutez, Monsieur Pavoni, on vous l'espère aussi pour vous et toute votre équipe. Je passerai le bonjour à Pierre Montorier également et je remercie de Ben nous oui, avoir aidé avec plaisir. à nous mettre en relation et puis passez une bonne fin de soirée. Eh ben, merci à vous et puis longue vie à Hyundai. Bah merci. Bonne Merci. soirée. Merci, Au bonne revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Donc voilà, c'était la Pro D2 avant l'heure, hein. Sébastien Mangin nous rejoindra dans quelques minutes. Toujours intéressant d'avoir un peu l'avis comme ça d'une équipe qui vient de descendre. Créteil, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé trop, mais Créteil, favori, hein. Il y a pas. Normalement, logiquement, il devrait remonter quand même, Mika. Bon, ouais, ils ont l'effectif pour. Maintenant, le seul bémol, c'est que c'était déjà une équipe jeune l'année dernière, mais une équipe jeune qui luttait pour le maintien. Bon, ils n'ont pas réussi à l'acquérir, mais là, cette année, ils ont le statut de favori et c'est pas forcément un statut facile à assumer. On a eu du mal avec Aix la première saison de Pro D2 à le faire et c'est vrai que c'est toujours des matchs qui se jouent dans les dernières minutes et parfois la jeunesse va peut-être leur coûter cher et on n'a pas le droit à beaucoup de faux pas. Si on veut finir premier, on a droit à un ou deux faux pas dans la saison, mais pas à plus. Ouais, effectivement, un petit avis sur Créteil, Stéphanie? Bon, mais moi, très clairement, je les vois effectivement favoris. Ils ont l'effectif pour. Maintenant, comme dit l'entraîneur, il en a très clairement conscience, c'est que ces jeunes arrivent et connaissent pas du tout la D2 et que C'est vrai. peut-être gros excès de confiance. On pense que ça va passer. Et si on commence déjà à perdre des points sur les premières journées, effectivement, ça risque d'être, en tout cas, d'être compliqué et de se mettre sous une pression qui à la base, l'effectif n'était pas fait pour avoir cette pression-là, en tout cas. Ouais, affaire à suivre du côté de Créteil, pardon, et on va voir aussi les autres matchs avec Sébastien Mangin dans quelques instants. Juste avant de te passer la parole, Sébastien Rimstein, pour un peu l'actu étranger, on nous pose une question, j'avais pas prévu de vous la poser, hein, sur le chat, c'est le fameux All-Star Game. Donc il y a des nominés qui sont sortis. Je les découvre en même temps que vous parce que je les ai même pas vus. Et moi, j'ai même pas compris le principe en fait. Alors, d'après ce que je comprends, il faut que que les amoureux du hand hein, votent pour les Français qui feront partie de cette All-Star Game contre une équipe étrangère. Donc il y a trois noms français qui sont sortis, trois noms étrangers. Alors les trois noms français sont Jérôme Fernandez, Bastien Lamont et Raphaël Cocheteux. Et les étrangers, c'est Dragan Gaïch, Makeda et Issam Tej. Donc j'imagine qu'il faut en voter pour un. Bon, Stéphanie, je te pose pas la question pour le français, hein. Non, mais j'ai pas vraiment. Alors, j'avais cru comprendre que c'était un peu comme au basket, on allait faire un peu cette équipe étranger, français, tout ça. Mais là, effectivement, j'ai été surprise aujourd'hui avec cette histoire de vote. Alors maintenant, est-ce que ça va être comme euh, chaque semaine, ils vont eux-mêmes imposer un choix et les gens devront voter. J'ai pas bien encore saisi. C'est vrai que c'était pas très clair. Il y a au niveau de la com, j'ai vu passer des posts, mais bon. Pas plus que ça en fait, hein, Ouais, assez surprise. Maintenant, mon vote, pour l'instant, non, je me le garde, bien sûr. ouais, Euh, Alors, messieurs, Sébastien Ripstein, par exemple, entre les Français, là, Raphaël Cocheteux, Lamont et Jérôme Fernandez. Seb. Oui, moi j'ai déjà voté à titre personnel. Ah, tu veux pas nous le dire alors? Petit Ouais, cache-feu. mais ça non, mais mon vote n'engage que moi. Voilà. Mais si vraiment ces messieurs dames le souhaitent, je peux m'exprimer là-dessus. Mais bon, mais voilà. nous le souhaitons. Et bien sûr, c'est nos auditeurs hein, qui nous demandent ça. Ben moi, je vais peut-être pas me faire des amis parce que dans cette liste, j'ai quelques personnes que j'apprécie beaucoup et que je connais un peu. Donc moi, en ce qui concerne le premier vote, j'ai voté un certain Jérôme Fernandez. Je sais pas si ça vous parle. Et pour le deuxième, Dragan Gajic. Voilà. Et Bah, par contre, c'est déjà un peu pas objectif, je trouve, parce que Montpellier qui nous a mis une branlée, clairement, c'est normal que Tej et Gaïtch aient mis plein de buts. Et là-dedans, ils oublient peut-être le petit ailier gauche de Toulouse qui a mis 7 buts contre Ouais, Paris, quand même. qui a été énorme. Non, je suis d'accord avec toi. Tout le monde parle de Jérôme ou bien même de Valentin Porte, c'est vrai. mais Nemanja Ilić a fait un gros match quand même à l'aile aussi. Ouais, effectivement. Alors, on va se renseigner un peu du règlement de ce vote, là, parce qu'on me dit en off que c'est chaque journée, il y aura un choix
de joueurs, j'imagine, et puis qu'à la Donc fin, chaque journée, mais finalement suivant les résultats voilà, je pense, ouais, suivant les de résultats. chaque joueur, vraiment. Ouais. Bah, j'imagine, ouais. Ouais. Donc là, Fernandez, Lamont, Cocheteux, ouais, bon, c'est pas déconnant. Et donc, Mika, alors toi, entre les trois Français là, Moi, je suis grand fan de Bastien Lamont, donc Bastien Lamont. Bastien Lamont, et puis au niveau des étrangers, Gaïch, Makeda ou Tej? Eh ben, pour le coup, comme je te dis, Gaït et Tchège ont eu un match C'est vrai. un peu facile, donc Makeda, même Makeda. si j'ai pas vu son match. Et vous, Stéphanie, entre les étrangers là? Oh, je suis partagée entre Gaïch et Makeda, effectivement. Bon, bah, Voilà. affaire à suivre, donc on va s'amuser un peu toutes les journées de notre avis, hein, si vous le désirez, chers auditeurs. Donc voilà un peu pour le All-Star Game qui va se dérouler au mois de décembre, je crois. Ça va être une première, une belle fête de handball. Et on espère qu'il y aura, pourquoi pas, Michaeli bien remis de sa blessure au genou. Oh, mais au pire, j'y serai avec André, hein. Bah, ouais, je veux. Allez, on va passer un peu avant l'arrivée de Sébastien Mangin, on va passer quand même aux autres championnats. C'était l'ouverture de la Liga, notamment avec Barcelone. Sébastien, alors qu'a fait Barcelone? Et Nicolas Karabatic, sans oublier Cédric Sorado. Déjà, Barcelone, ils sont rentrés tranquillement dans cette Liga Sobal avec un petit 41-21 contre Cuenca. Voilà. Un match qui a permis à l'entraîneur de faire tourner son effectif avec 5 buts pour Cédric Sorendo et encore un but pour Nicolas Karabatic qui, comme je l'ai dit, a été peu utilisé puisque je crois qu'il a tiré 2 fois en tout et pour tout dans le match. Donc voilà. Un bon petit match d'entraînement, on va dire, pour le favori catalan, qui pour une fois, pour une nouvelle fois, sera nouveau favori pour le titre. Parce que moi, contrairement à ce qu'a dit Stéphanie précédemment, si je me souviens bien, comme quoi il y aura 4 ou 5 matchs difficiles pour les Catalans cette saison, Mhm. moi, personnellement, je les vois pas tellement se faire accrocher, quoi, puisque déjà l'Atlético Madrid la saison dernière. Ah non, mais je te parle en Ligue des Champions. Sinon, dans le championnat, il n'y a rien. Ils vont jouer 0 match dur. Je te parle D'accord. que des matchs dans toute la saison, de tout ce qu'ils vont avoir. C'est vrai. Pour moi, en Liga, ils en auront aucun. Donc, ça va être quoi Enfin, et encore, quand je te dis 4-5, j'ai voulu être large, mais ça va être 3, quoi. Si, tout d'un coup, c'est vraiment le décalage entre la Liga où tous les week-ends, enfin, toutes les semaines, ils vont mettre des tôles. Et puis ils vont mettre en Ligue des Champions aussi, quand tu joues le champion d'un pays perdu. Mais sinon, réellement, et s'ils chopent en bourre, voilà, les matchs comme ça où ça va être tout d'un coup assez tendu, voir comment ils réagiront. Mais cette équipe est faite pour jouer 3-4 gros matchs cette année, quoi. D'accord, donc j'ai mal interprété tes propos, tout simplement. Autant pour moi. C'est un peu. Non, je t'en prie. C'est un peu. Non, voilà. Une autre question, Ludo, ou je continue, dis-moi. Ouais, bah non, mais l'histoire de Barcelone et la Liga, ça nous fait penser un peu, et on l'a soulevé avant l'arrivée des Qataris au Paris Saint-Germain, c'était un peu Montpellier, pareil, qui se baladait un peu dans le championnat de France et puis qui tombait sur un os parce que le niveau était un peu plus, la marche était un peu plus haute. Ouais, Donc, sauf que Montpellier était quand bien même pas fait pour gagner c'est la Ligue vrai. des Champions. Aujourd'hui, tu as non seulement la Liga qui vient de passer à presque le premier, voire le deuxième meilleur championnat au monde, à presque plus rien, C'est alors vrai. que l'équipe est faite pour remporter très clairement la Ligue des Champions. Ouais, Oui, c'est vrai, puisque la Liga a quand même perdu la majorité des bons joueurs, entre guillemets, puis c'est quand même eu des départs massifs, hein, ça on l'a remarqué à l'intersaison. Départ Donc c'est vrai massif, puis tu as la perte de l'Atlético Madrid qui qui était depuis la saison dernière le derby vraiment intéressant de cette Liga, et là cette Oui, c'était année le Classico en Espagne, tout à fait. Oui. c'était le Classico, effectivement. Alors justement, s'il y avait une équipe qui pouvait titiller Barcelone du côté de la Liga, Sébastien. Enfin, moi, personnellement, cette saison, sans vouloir faire un jeu aux autres équipes, je n'en vois pas, moi. Puisque là, quand on regarde le tableau des équipes, c'est vrai qu'il y a quand même une grande disparité entre le Grand Barcelone et les autres équipes, quoi. Je me rappelle surtout d'une petite parole du coach de Logroño qui disait que le handball, c'est avant tout un collectif. Seulement, quand on a vu le large succès de Barcelone devant cette même équipe de Logroño, dans le cadre de la Supercoupe d'Espagne, moi, ça met totalement en avant la supériorité des équipiers de Nicolas Karabatic. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment d'équipe qui peut contrecarrer les plans de Barça. On me disait en off Léon, Logroño, non, je les vois pas non plus cette saison. Oui, alors que voilà, le coach de Logroño qui disait ça est parmi
les favoris, en tout cas, pour finir deuxième, troisième, quoi. Et il y a un monde d'écart entre les deux. Voilà, tout à fait, exactement. L'analyse est tout à fait pertinente et c'est ça, quoi. C'est vrai que c'est vraiment le même enseignement que je tirais de cette Liga Asobal, c'est ça, quoi, que Barcelone est devant et les autres derrière, tout simplement. Alors la Liga, sans suspense, j'ai envie de dire, qu'en est-il du championnat allemand? Avec nos deux petits Français, je le rappelle, Max-Henri Hermann et puis Quentin En Maillet. Maillet, ouais, tout à fait. Ah bah, disons que le paradoxe, c'est un peu que la Bundesliga, ça va être un petit peu, je dirais, l'opposé de la Liga Sobal, puisqu'on sait que les autres années, c'est Kiel qui dominait son sujet. Cette année, à mon avis, même si, comme a dit Mika, c'est une équipe qui monte en puissance, puisqu'on a vu que Jisha revient assez fort, que Marco Bouillin est fidèle à lui-même depuis le début de la saison, et qui gagne leur match, notamment le dernier match, leur dernière sortie à Eisenach sans Palmarsson. Donc, c'est une équipe qui monte en puissance. Et après, comme chaque année, je dirais, les rivaux, les candidats sont là, hein. On pense notamment à Rhein-Neckar Leuven, Flensburg, qui, au dire de certains, pourrait être le futur remplaçant de Kiel au niveau du titre. Voilà. Après, il y a certaines équipes, Hambourg notamment, même s'ils ont perdu à Kiel, ça s'est joué, on va dire, pour moi, sur les détails et sur les 5 dernières minutes. Donc après, c'est pas forcément représentatif de l'écart entre les équipes. Mais pour moi, Flensburg, Rhein-Neckar, même Berlin, Hambourg peuvent vraiment jouer un mauvais tour à Kiel, pour moi. Alors Kiel ne domine plus le championnat comme il l'avait dominé ou pas alors? Ben moi, personnellement, je trouve que c'est moi qui ai suivi tous les matchs. L'exemple type, c'est le match de Gummersbach. Je veux dire, contre Gummersbach, il déchante complètement pendant presque plus de 35 minutes. Ils sont à -5 ou -6, je crois, à la pause. Ils reviennent péniblement à hauteur, mais en galérant. Et après, la victoire finale se joue sur un coup de dé, une bonne rentrée de Palicha dans les 5 dernières minutes et un coup de génie de Marco Bouillin. Et voilà, ça se finit à +1. Donc c'est vrai que s'il monte en puissance, c'est pas vraiment, on va dire, le grand kill qu'on a connu les autres saisons. Puisque après la série des matchs amicaux que Gislason avait fait avec son équipe contre notamment une tournée danoise avec une défaite contre Kolding et deux victoires contre Aalborg, notamment une tirée par les cheveux, c'est vrai qu'il mettait en avant surtout le secteur défensif qui devait être à travailler, quoi, puisqu'on sait quand même qu'ils ont perdu Thierry Omeyer dans les buts qui... Certains disaient qu'il était en baisse au niveau de son rendement la saison passée, mais quand on a quelqu'un comme lui dans les buts, trouver son remplaçant, c'est pas évident non plus, même si la paire de Suédois qu'ils ont n'est pas mauvaise en cela. Je prendrai l'exemple des 21 parades de Jostrand contre Eisenach qui ont aussi fait pencher la balance. Parce que si pour moi il n'y avait pas eu ces parades-là, c'était pas on va dire, la même affaire pour Kiel, même qu'ils se sont imposés 29-23, je veux dire. Bon, juste avant de continuer avec cette Bundesliga, Stéphanie, ça fait réagir ce que vous avez dit en disant que Montpellier n'était pas, entre guillemets, taillé pour gagner la Ligue des Champions. Ça fait réagir sur le chat, donc... Non, mais elle n'était pas. Enfin, après, oui, je comprends que ça fasse réagir, ça doit faire réagir les Montpelliérains, mais au jour d'aujourd'hui, Montpellier annonçait toujours vouloir la gagner, mais on savait qu'il y avait des gros au-dessus. Au jour d'aujourd'hui, Barcelone, très clairement, ont annoncé la couleur et je vois pas vraiment. Enfin, après, bien sûr, il y a ce fameux facteur chance, mais je vois pas comment et qui pourrait venir les contrarier, si ce n'est ce décalage de compétition dans leur semaine. Mais Montpellier était taillé. Après, oui, en France, c'est ce qu'on disait, mais on oubliait de parler des clubs allemands, des clubs espagnols, avec à l'époque Ciudad Real. Kiel, donc, mais sinon, oui, très clairement, Montpellier était faite pour aller au final fort. Ça, c'était une certitude. Mika, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Allez, on continue avec cette Bundesliga. Si tu as quelques résultats et classements, quand même, on jouait cette 5e journée déjà. Ça commençait tôt. Oui, bien sûr. Bon, de toute façon, on sait que la Bundesliga, c'est quand même ça joue à un rythme assez élevé. Ça commence avant tout le monde et il y a une série de matchs qui s'enchaînent et c'est souvent plusieurs matchs dans une semaine. Donc, déjà en match avancé là de cette 5e journée, Flensburg avait déjà joué il y a quelques temps déjà contre Hanovre. Ils ont gagné 27-22. Voilà. Donc, Flensburg, je rappelle, qui fait partie des favoris. Göppingen, Rhein-Neckar Leuven, ça s'est fini à 23-23. Donc, on va dire que c'est le premier couac, entre guillemets, pour le leader de la Bundesliga, ce match nul contre le Göppingen de Primoz Prost. Un très beau match d'ailleurs, j'ai eu la chance de voir. Donc. Ensuite, Berlin s'est imposé à Magdebourg 25-23. Bon, un écart de +2, mais sur la physionomie du match, les renards de Berlin, les Fuchs berlinois, comme on dit, ont dominé leur sujet. Ça, il n'y a pas photo. Hambourg s'impose à Melsungen de 2 buts.
35-33, avec notamment une super partie de Hans Lindberg. Ça va faire plaisir à Mika, ça, quand Hambourg est gagné, non? Ensuite, Lübeck a signé une belle victoire à l'extérieur à Gummersbach, 33-26, et sont remis dans le sens de la marche, puisque actuellement c'est une équipe qui a des résultats, on va dire, en dents de scie, qui gagne à l'extérieur mais qui perd chez elle. Ensuite, une équipe que je ferais un peu, pour qui moi c'est un peu la bonne surprise de ce début de saison, peut-être un futur outsider possible, mais je dis bien possible, c'est l'équipe de Berbisch, c'est le promu, qui compte notamment dans ses rangs actuellement 2 joueurs qui font la différence depuis le début de la saison. C'est le gardien de but de l'Islande, Jörgen Gustafsson, et aussi l'arrière Viktor Silagi, l'international autrichien, qui a marqué 8 buts ce week-end et qui a été décisif une nouvelle fois. Ils ont gagné dans la salle de Wetzlar, d'un but 26-24. Le Wetzlar, dans cette équipe, il y a quand même un certain Ivano Balic. Pour ceux qui connaissent, il y a encore un certain José Javier Ombrados, qui est arrivé il y a quelques jours là, du côté de la Bundesliga. Ensuite, les derniers résultats, donc Balingen a battu l'autre promu, Emsteden, qui aura beaucoup plus de mal cette saison, 32-21. Minden, bon, malheureusement, n'a toujours pas gagné, puisqu'ils étaient à 2 doigts de remporter les points de la victoire, mais ils doivent finalement concéder un nul contre l'Emgo, 31-31. Et enfin, donc j'en avais parlé au début, Kiel qui gagne du côté d'Eisenhower, le promu 29-23, avec aussi, comme j'avais dit, une belle partie du gardien Guillaume Strand. Voilà. Et donc au classement alors, Kiel? Au classement, Kiel est toujours leader, quoi, mais ça s'est joué à la différence de but par rapport à Rhein-Neckar Leuven, mais là, ça se joue à pas grand-chose. On va dire là, actuellement, il y a plusieurs équipes qui sont invaincues, notamment Kiel et Rhein-Neckar. Voilà, Flensburg a déjà eu une défaite, tout comme Berlin, mais ça se tient dans un mouchoir de poche pour l'instant. On ne peut pas vraiment tirer d'enseignement proprement dit, quoi. Alors, Puisqu'à part le Hambourg, si je peux me permettre, à part le Hambourg-Kiel, il n'y a pas eu vraiment de gros matchs, quoi. À part, on va dire, ce Göppingen-Rhein-Neckar qui est assez intéressant, puisque Göppingen, qui faisait partie au début de saison d'un des outsiders, était comme lanterne rouge, il faut le savoir, malgré le super match, les résultats ne suivaient pas. Et là, ils ont quand même une belle réaction d'orgueil en poussant justement le leader au match nul. Mais bon, je pense que là, les prochains matchs qui vont se jouer, notamment les grosses affiches, vont déjà pouvoir donner un premier élément de réponse sur les différents favoris. Sur les différents favoris, justement, Stéphanie, si tu devais donner un favori dans cette Bundesliga, est-ce que tu miserais sur Kiel? Ouais, enfin, effectivement, oui, je pourrais miser sur Kiel, mais je vois bien Hambourg, je vois bien Berlin, donc le championnat allemand, même si Kiel est un peu plus faible que les autres années, avec la perte de Thierry, mais je vois, ça va être compliqué, parce que tout le monde peut perdre chez tout le monde, donc mais je vois bien, ça se resserre, mais c'est toujours assez compliqué, même si Kiel dominait beaucoup, il perdait quelquefois quelques points à droite à gauche. Là, ça va être plus serré, ouais. Mika, ton avis là-dessus, toi? Moi, j'ai un avis, c'est que je trouve que les maillots de Berlin, ils sont de plus en plus moches tous les ans, quoi. Je sais pas qui c'est qui s'occupe de faire les maillots à Berlin, mais il doit se faire un point d'honneur de les faire laid. Ah bah, non, à part ça, oui, comme d'hab, Kiel et puis Rhein-Neckar qui depuis quelques années quand même essaie de construire une équipe pour avoir des résultats et qui peine un peu, même s'ils ont réussi à gagner le HF l'an dernier. Je pense qu'ils ont vraiment envie de gagner un titre. Et ben on verra aussi tout au long de la saison, grâce à Sébastien Rimstein, un peu l'évolution de cette Bundesliga. Quelques résultats autres, on va dire, des clubs engagés dans cette Ligue des Champions, Seb? Bah écoute, ce que je peux donner, c'est certains résultats, notamment par rapport à la Ligue CA, ce qui est le championnat des Balkans. Donc actuellement, il y a Zagreb qui domine cette Ligue des Balkans avec 3 victoires en 3 matchs, mais bon, contre des équipes, on va dire, d'un niveau inférieur. Le Vardar Skopje, dont on a parlé beaucoup cet été, puisqu'ils étaient présents à l'Euro-tournoi avec leur armada de joueurs, je pense notamment aux anciens de Moscou, les Razvorsev, Dibirov, etc., plus encore la perle rare Alex Dutchebaev. Ils ont aussi gagné leurs 2 premiers matchs en Ligue CA. Ils ont aussi fait un match nul contre le frère ennemi, le Metalurg Skopje. Voilà, le Metalurg Skopje, ils ont joué qu'un seul match. Pour l'instant, c'est ce match contre le Vardar, donc ça s'est fini sur un match nul, 28-28, et sans bagarre à la fin, je tiens à le préciser pour les internautes. Je tiens quand même à le préciser, puisqu'après les incidents qu'il y a eu la saison dernière, et la suspension de Vujovic, j'ai quand même voulu mettre l'avant là-dessus, que le match s'est fini sportivement parlant, et puis voilà, ça s'est bien passé. Et sinon, le Wisła Płock,
qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Le Targi Kielce, bon, pour l'instant, 2 journées de championnat, le championnat polonais, 2 victoires. La première a été un peu plus difficile contre une équipe, je ne sais plus le nom exactement, mais qui comptait pas mal d'anciens justement de Kielce dans cette équipe. Je pense à Mariusz Jurasik et encore un certain Bartłomiej Tomczak. Ils se sont imposés notamment en seconde période et là, ils ont joué un deuxième match et se sont imposés aussi largement contre des équipes, on va dire, de bas de tableau. Donc voilà. Et sinon, au niveau de ces résultats, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Je pense qu'on a été complet quand même sur tous les résultats. Pro D2 va arriver. Juste pour vous informer quand même juste avant de recevoir Sébastien Mongin, donc Cyril Dumoulin sera avec nous la semaine prochaine. Donc pour nous parler un peu de Chambéry, de l'équipe de France, etc. Puis on parlera aussi de hand fauteuil. C'est un petit peu le branche de hand ensemble, hein, et c'est Patrick Bizet qui sera avec nous parce qu'il cherche quelqu'un pour sa manifestation le 28 septembre pour ramener du monde, une star du hand. Donc voilà, on va essayer de lui donner un petit coup de main et ça sera la semaine prochaine. Donc soyez à l'écoute, Cyril Dumoulin, puis voilà, la LNH, la Ligue des Champions également avec Sébastien Ripstein. Donc ça sera un excellent programme. Allez, ça s'enchaîne, on perd pas trop de temps. Et puis on va remercier Mickaël I qui va un peu soigner son genou d'avoir été avec nous. Mika, à la semaine prochaine. Ouais, c'est bon. Bon courage à Blond pour sa petite rubrique. Merci Mika et bonne soirée. Et on reçoit, hein, parce que ça tourne bien, Sébastien Mangin. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. Alors Sébastien, on a eu le coach Pavoni tout à l'heure, et donc voilà, c'était pour prévenir qu'on avait un peu parlé du match, mais Je vais essayer de pas trop dire de bêtises alors, puisque moi je l'ai pas vu, mais je me suis un peu renseigné de mon côté, donc on verra si ça coïncide un petit peu avec les échos que j'ai eus. il était très en colère, hein, manque de détermination, voilà, les joueurs ont un peu pris le match à la légère, voilà un peu si on peut lire entre les lignes ce qu'il a dit. Bon, on va commencer comme d'habitude par Chartres qui lance bien son championnat. Ouais, c'est la première saison depuis que Chartres est en Pro D2 qui, effectivement, qu'on gagne le premier match. Donc c'est une bonne nouvelle. L'année dernière, on avait été battu à Massy l'année précédente à domicile contre Aix. Voilà, donc c'est une bonne entrée en matière qui nous a fait plaisir, surtout notre première mi-temps où on mène 19-10 à la mi-temps. Donc je pense que c'est la première mi-temps la plus aboutie depuis le début de la prépa. Mais c'est vrai, Sébastien, parce que je regardais un peu le résultat et je vois la mi-temps 19-10, je me dis, bon vas-y, c'est gagné pour Chartres, et je reviens 2 heures après et je vois que l'écart, c'est quand même bien resserré. Hein. Ouais, l'écart est de 4 buts à la fin, donc bon, c'est pas trop mal, mais on a une deuxième mi-temps compliquée. En fait, on est monté jusqu'à plus 11 et à ce moment-là, ils ont complètement changé de système défensif, ils sont passés sur une stricte tout-terrain. Et donc du coup ça nous a mis en difficulté quelques arrêts de gardien de leur côté, des maladresses de notre part et du coup ils sont revenus dans la partie, ils sont revenus jusqu'à 2 buts il me semble à 26-24 et puis à ce moment-là on a eu Nebosha Gravac qui a fait une bonne petite parade, on marque derrière, on repasse à plus 3 plus 4 et bon après ça a été un peu plus facile sur la fin mais bon on s'est fait peur à 26-24. Ouais, et un petit 4/6 pour toi, tu t'es fait plaisir quand même. Et 17 arrêts de Graovac, donc ça c'est un bon début. Hein. Ouais, il a fait une grosse partie, une bonne première mi-temps, et puis surtout en deuxième mi-temps, il a été présent au moment où il fallait, c'est-à-dire au moment où l'écart s'est resserré. Et il me semble sur un penalty et un tir à 6 mètres, il est présent, ce qui nous permet de pas se retrouver à match nul en milieu de deuxième. Donc voilà, et puis derrière, on a assuré en attaque, donc ça nous a permis de remporter ce premier match. On va parler aussi, pour l'instant qu'on y est, de Créteil pour voir si tes infos ont été bonnes. Ouais, alors, moi, Créteil, donc, match nul, comme vous le saviez déjà, 20 partout. Donc déjà, Mulhouse qui était au complet, hein, comme très souvent pendant sa prépa, qui a pu compter sur la totalité du groupe. Ce qui n'a pas été le cas de Créteil pendant la prépa, et ce qui n'a pas été le cas non plus sur ce match-là, parce que je pense qu'il leur manquait Stanic, Toto et DSK notamment. Donc ils ont été un petit peu l'habitude pendant cette prépa de travailler sans plusieurs titulaires. Mais je pense que c'est un peu aussi ce qui leur a manqué sur ce match-là. Mulhouse a pu préparer ce match précisément. Je sais qu'ils recherchaient notamment des vidéos de Créteil pour pouvoir le préparer. Donc ils avaient minutieusement mis un plan en place
notamment sur un gros travail défensif pour les agresser d'entrée chez eux et leur mettre la pression rapidement, puisqu'ils y allaient totalement en position d'outsider pour Mulhouse. C'est un match qui a été qualifié de laborieux par les deux équipes, notamment par Olivier Nuocas, par Victor Boileau. Apparemment un match pas forcément agréable à regarder, avec pas mal d'échecs au tir, mais pas forcément des super perfs des gardiens, quoi, même si Suncic fait 11 arrêts et Stojinovic 14. Donc bon, c'est des bonnes perfs de gardiens, mais c'est pas non plus des gros matchs, alors qu'il y a quand même eu énormément de tirs ratés de part et d'autre, donc pas mal de tirs contrés, des attaques avortées. Et bon, je pense que c'est aussi dû au fait que c'était un match de reprise avec beaucoup de tension, puisque c'était un petit peu l'affiche de cette première journée. Au final, sur le match, c'est souvent Mulhouse qui mène en première mi-temps, qui fait un premier écart de 2-3 buts en début de première mi-temps. Créteil qui repasse devant en milieu de deuxième période, mais au final, c'est un match nul qui récompense plutôt Mulhouse, qui était venu faire un résultat. Mulhouse était un habitué de la Pro D2, donc comme on le disait la semaine dernière, c'était un véritable test pour Créteil. Et même si au final, je pense que Créteil doit être déçu peut-être de perdre un point à domicile, pour moi, c'était un véritable test quand même que de recevoir Mulhouse, qui est une équipe qui est très accrocheuse à l'extérieur, qui présente quand même plus de difficultés à domicile. On l'avait vu l'année dernière, ils avaient enchaîné 3 défaites contre Angers, Semur et Valence, il me semble. Et donc à l'extérieur, ils avaient quand même fait des bonnes perfs. Donc match laborieux. Bonne perf quand même de Mulhouse à l'extérieur. Maintenant, on attend de voir ce que va donner Créteil la semaine prochaine. Alors, vous avez pu entendre tout à l'heure Monsieur Pavoni dire que c'était l'un des pires matchs qui lui avait été donné de coacher. Donc voilà. Donc la pédule a du mal à passer pour le coach. Ouais, après, je pense aussi que la Pro D2, c'est vraiment un championnat particulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément toujours des super envolées offensives, mais il y a des matchs comme ça qui sont compliqués à gérer et Créteil va s'en rendre compte cette saison. Olivier Nuocas le disait, puisque lui, il a déjà joué en Pro D2 et il disait que voilà, il faut s'habituer à ce genre de rencontres et il faut s'habituer à les gagner aussi, même si c'est pas beau, même s'il n'y a pas toutes les strass de la LNH. Il faut gagner ces matchs-là et on espère pour Créteil qu'ils arriveront à le faire à l'avenir, même si encore une fois, Mulhouse est une équipe très difficile à manœuvrer à l'extérieur. Alors on va continuer un peu avec les équipes qui sont un peu les favoris. On parlait de play-off, Valence qui recevait Massy, et Massy qui s'impose et qui continue un peu à nous étonner. Ouais, effectivement. Donc Valence qui était privé notamment de Jordan Pitre, un ancien ailier du centre de formation de Tremblay. Par contre, Massy qui était sans l'un des frères Lamy, qui est toujours pas remis d'une rupture des ligaments croisés. Voilà, donc comme tu disais, on attendait un petit peu Massy au tournant avec cette solide équipe de Valence à domicile. Une première mi-temps qui a été dominée par les locaux, grâce notamment au portier Rajkovic dans ses buts, et Massy qui est maintenu en vie grâce à sa nouvelle recrue Abdoulaye Sarr. En deuxième mi-temps, je pense après une mise au point dans les vestiaires de Benjamin Brault, les Massicois reviennent avec d'autres intentions et notamment ils ont pu refaire leur retard grâce à une double exclusion contre les Dromois. Donc à la 45e, ils recollent à 20 partout. Ensuite, il s'ensuit en fait de très bonnes actions de part et d'autre. Mais au final, c'est une fois de plus Junior Réau, qui a été très bon la saison dernière, qui au buzzer assure la victoire pour Massy. Et du coup, une bonne performance pour ce premier match pour les Parisiens. Voilà. Une autre équipe, pareil, on se demande quand est-ce que d'ailleurs elle va prendre part un peu à la lutte en haut de tableau. C'est Istres qui s'incline face aux promus, 25-23. Juste avant de te poser la question et nous analyser le match, on va demander un peu l'avis à Stéphanie. Istres quand même, saison pitoyable l'année dernière, et là ça commence mal face aux promus. Ah, j'ai perdu Stéphanie peut-être alors. Ah, c'est son petit micro, voilà. Voilà, ça y est. Non, effectivement, je parlais dans le vide. Non, je disais effectivement, pour moi, Istres, surprise. C'est toujours étonnant de voir une équipe comme ça qui descend et se faire taper par un promu. Et que cette confiance, est-ce qu'on est encore là-dedans ou groupe pas encore formé? Je sais pas. Sébastien doit bien connaître les équipes pour pouvoir me répondre et m'éclairer. Ouais, en fait, on attend un petit peu Istres au tournant, puisque la saison dernière, elle a été cauchemardesque pour eux. Ils ont frôlé la descente, donc double descente, ça aurait été quand même une première.
Ben, en fait, ils ont quand même enchaîné quelques mauvais résultats. La blessure de Bastien Sismondo l'année dernière leur a fait énormément de mal et ils ont dû gérer la saison avec énormément de jeunes qui ont dû assumer le statut d'une équipe qui descend, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire. Donc c'est pour ça que je disais que cette année, on les attend un petit peu au tournant. Ils auront sûrement un petit peu moins de pression puisque Billière et Créteil finalement auront pris leur place. Mais quand même, ils ont quand même un statut important à défendre. Donc ce match-là, ils étaient quand même privés de Reznicek, leur arrière droit artificier. Bordeaux qui se présentait avec dans la cage Thévenot, fraîchement qualifié en joker médical suite à la blessure de Pagès, qui s'est blessé au bras et qui donc sera indisponible pendant un petit bout de temps. Et donc Thévenot qui est arrivé en début de semaine de Villeurbanne et qui a effectué un gros match à signaler. Donc ça a été un match serré de bout en bout, qui a été quand même mené au niveau technico-tactique, j'ai envie de dire, par Istres, qui a mené les débats. Mais Bordeaux a eu le mérite de ne rien lâcher. Et le coach, Éric Mathé, disait nous avons su nous surpasser. Il a été même un petit peu étonné de voir avec quelle abnégation son équipe a tenu le choc face à Istres et surtout au niveau moral, c'est-à-dire mental, pardon. Ils n'ont rien lâché. Ce qui fait qu'au début, à la fin du match, ils ont réussi à passer devant et au final, ils accrochent une superbe victoire à domicile grâce encore une fois à un gros match de Thévenot sur la fin. Et du coup, on reste un petit peu sur notre fin par rapport à ce résultat d'Istres qui, une fois de plus, dans les derniers moments, n'a pas forcément fait preuve de maturité. Donc, affaire à suivre pour leur prochain match à domicile contre Valence. Ouais, en espérant qu'ils ne retombent pas dans une spirale un peu négative et que le moral soit au beau fixe. Il nous reste un match, c'est le match de Billière et contre Angers. Et là, Sébastien, tu avais une petite question, Sébastien Rimstein, je crois. Ouais, moi j'ai une petite question justement pour Seb. Salut Seb. Salut. C'était juste par rapport à cette équipe de Billière qui cette saison fait quand même, entre guillemets, on l'a annoncé comme faisant partie des favorites et elle s'est à mon sens clairement renforcée. Je dirais même que je trouve que l'équipe, enfin le set de base et cette équipe, elle est encore plus costaud sur le papier que ce qu'elle n'était la saison passée. Donc là, le fait qu'il y a de grosses individualités, mais comme on sait que c'est aussi le collectif qui prime, est-ce que ce match nul contre, justement pour cette première journée en plus chez eux, on s'y attendait quand même? En fait, pas vraiment. Moi, je pensais que malgré la stat un peu difficile que j'ai retenue, c'est-à-dire notamment le fait que Billière n'avait pas gagné chez eux depuis le 2 juin 2012, c'était les playoffs contre Mulhouse. Voilà, donc on s'attendait quand même à ce qu'ils soient maîtres chez eux, ce qui avait été le cas notamment la saison précédente en Pro D2. Mais j'ai envie de dire que sur ce match-là, il y a eu une stat qui est quand même entre guillemets exceptionnelle, qui fait que il n'y a plus aucune logique sur ces matchs-là. Il y a notamment Komnenovic qui fait 15 arrêts sur 29 tentatives. Donc il est à plus de 55%. Donc quand un gardien est dans un état de grâce comme ça, j'ai envie de dire que finalement, il n'y a pas trop de logique sur ce match-là. On sait quand même qu'Angers est capable de faire de très bons débuts de saison. L'année dernière, ils ont occupé la première place avec Mulhouse pendant pas mal de temps. Et donc, ils sont une fois de plus au rendez-vous. Maintenant, je suis d'accord avec toi, il va falloir passer un petit peu Billière au révélateur sur les 3-4 journées, parce qu'effectivement, l'effectif a été chamboulé, et bon, il va falloir que ça se mette en place. Je pense honnêtement qu'ils sont quand même bons à prendre là en ce début de saison, parce que après, quand ça va commencer à tourner, comme tu le dis, ils ont un collectif maintenant qui est mieux armé que la saison dernière, et on risque de voir Billière dans de meilleures dispositions d'ici 4 à 5 journées. Voilà. Maintenant, sur ce match-là, quand même à signaler une stat impressionnante de Komnenovic et qui a fait clairement la différence et qui a écœuré un petit peu les tireurs adverses. Ouais, surtout que le gardien de Billière n'a pas été mauvais avec un 15 sur 34 également. Ouais, l'Ardeux qui a fait une très très bonne partie aussi. Mais bon, au final, je veux dire, les Angevins auraient dû remporter ce match puisque c'est Pierre-Yves Verdier qui égalise pour Billière à 2 secondes de la fin et notamment grâce à une supériorité numérique qui leur avait été offerte pour les 2 dernières minutes de jeu, quoi. Voilà. Eh ben, je crois qu'on a été complet. Alors, il nous manque un match, il nous manque Besançon-Nancy. Exactement, pourquoi je l'ai oublié celui-là. Besançon-Nancy, Nancy qui est d'ailleurs prochain adversaire de Créteil. Eh ben, Besançon-Nancy, allons-y, pardon. Allons-y alors. Ouais, en fait, Besançon qui a vraiment été surpris, pris à la gorge par cette équipe de Nancy qui était venue chercher un résultat et c'est tout à fait normal. Gros match défensif des Nancéens et comme ça marche souvent de pair, du coup, du portier Nicolas Poteau.
Ils ont été parfois à la limite du raisonnable, même si le Mayayo, la recrue venant du centre de formation de Chambéry à la 45e, qui a pris un rouge sur une défense illicite sur un joueur qui filait au but. Voilà, signaler 2 petits chiffres quand même, 47% de réussite en attaque pour Besançon contre 77 pour Nancy. Donc la stat est criante. Donc puis le score à la 20e minute pour Nancy, qui vont plus jamais le lâcher, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les devants et juste un petit retour à 2 buts 20-22 à la 47e, mais ce fut juste un feu de paille. Victoire à l'extérieur de Nancy grâce notamment à Kracovic et Ilic qui ont fait 2 super parties et dans la cage Nicolas Poto. Déception pour Nancy quand même, pour Besançon pardon, qui est battu à domicile et Nancy qui a bien mené sa barque pour ce premier match à l'extérieur. Là, je pense qu'on a été complet donc. Voilà. Alors, parler du classement, c'est un peu. Ouais, ça voilà. représente pas grand-chose. Ça représente pas grand-chose. Par contre, parler des matchs à venir, ça, c'est plus intéressant. Ouais, effectivement. Donc Vernon qui rentre dans la compète la semaine prochaine, qui va recevoir Bordeaux. Donc premier match à domicile pour Vernon. On le disait la semaine dernière, qui a un collectif de qualité mais limité. Donc sur cette première journée, en tous les cas, la fatigue ne va pas rentrer en ligne de compte. Donc ça devrait le faire quand même pour Vernon, mais attention à cette équipe de Bordeaux qui est très accrocheuse. Et Istres-Valence, moi, j'ai envie de dire, voilà, premier test voilà. pour Istres qui a été défait sur la première journée, qui si Istres est battu une deuxième fois, bon ben on va les voir déjà dans la zone rouge, ça pourra leur rappeler des mauvais souvenirs et voir un petit peu comment les Provençaux vont gérer la pression à domicile cette année, qui a été un petit peu compliquée l'année dernière. Hein. On aura un Massy-Billère qui, je pense, représente pour moi le match de cette deuxième journée. Massy très solide à domicile et Billère donc qui vient de descendre. Ensuite on aura Angers-Ponto. Deuxième match à l'extérieur pour Ponto, dû notamment aux travaux. Hein. Il y a leur gymnase qui est en travaux, donc du coup ils vont enchaîner un deuxième match à l'extérieur contre Angers qui a réalisé une bonne perf. Nancy, Créteil, donc c'est un petit peu comme Istres, j'ai envie de dire. C'est déjà un match à pression pour eux. Ils ont laissé échapper un point à domicile contre Mulhouse. Donc là, ils vont à Nancy qui est dans de bonnes dispositions suite à leur victoire à l'extérieur. Donc ça va déjà être un match test pour Créteil. Et enfin, Chartres qui reçoit Besançon. Besançon qui va sûrement se présenter à la Halle Jean Cochet avec un esprit de revanche. Et Viennet va sûrement mettre la pression sur ses joueurs pour leur demander de se racheter après cette contre-performance à domicile. Aux Chartrains d'être présents et de savoir les recevoir comme il se doit dans cette salle qui sera une fois de plus pleine à craquer. Et on compte bien sur toi, Sébastien, pour bien les recevoir. Tout à fait. Je pense qu'on a été complet sur l'ensemble des résultats de la planète Hand. Il y a encore quelques petits trucs qui viennent de tomber. C'est nos auditeurs qui nous informent. Par exemple, la blessure de l'entorse du genou de Makeda, qui sera absent de 2 à 3 semaines. Ça, c'est un gros coup dur pour Nantes. Il y a également une histoire, le PSG Handball est mis en demeure par la CNIL, la CNIL qui a annoncé aujourd'hui avoir mis en demeure le Paris Saint-Germain en raison de l'existence d'une liste d'exclusion de supporters. C'est pas nouveau, ça se passe dans le foot, donc c'est un peu la même. Exact, Sébastien, tu me fais bien de me le dire. C'est reparti, les 7 de la JPH, j'allais oublier. Voilà. On y va. Allez, alors c'est parti. Donc on va commencer par la Pro D2. Donc sur l'aile gauche, donc c'est Alexis Jalamion qui une fois de plus se distingue, qui a marqué 10 buts, donc même si Ponto a perdu à Chartres. Sur le poste d'arrière gauche, donc le président de la JPH, Aymeric Paillasson, qui a réalisé 7 sur 10 ce week-end pour Chartres. Au poste de demi-centre, Senin Kratovic de Nancy, je le disais tout à l'heure, 6 sur 9 avec son compère de l'attaque nancéenne Josip Ilic, qui réalise 7 sur 8. Donc les deux Nancéens qui ont été grands artisans de la victoire de Nancy à Besançon. Sur le poste d'ailier droit, Cédric Descodins de Besançon qui lui n'a pas pu empêcher la défaite malgré ses 7 buts. Au poste de pivot, Jérémy Vergely, transfuge de Nîmes à Billère qui a réalisé 5 sur 6 et qui a sûrement permis à son équipe de ne pas perdre à domicile. Et enfin dans la cage, c'était difficile de ne pas nommer Ilisha Komnenovic d'Angers, même si c'est pas lui qui fait le plus gros nombre d'arrêts, puisqu'il y a eu notamment des bonnes parties de l'AR2, de Nebosha Gravac, mais la stat de 56%, il me semble, d'arrêts était à récompenser. Ouais, effectivement, beau petit set, et puis la LNH. La LNH, donc on repart aussi pareil avec
des joueurs connus sur ces postes-là, notamment Raphaël Cocheteux sur l'aile gauche, Jérôme Fernandez sur le poste d'arrière gauche avec ses 9 buts, sur le poste de pivot, Bastien Lamont qui réalise 4 sur 6, sur le poste d'arrière droit, Irsfan Redey de Dijon qui l'année dernière avait fait pour moi une super saison en Pro D2 et là il arrive à confirmer au niveau supérieur, c'est tout à son honneur. Sur le poste d'ailier droit, Dragan Gajic qui fait la stat parfaite 10 sur 10, rien à dire. Au poste de pivot, Issam Tej lui aussi un sans faute 5 sur 5. Et enfin dans la cage, Slaviša Djukanovic de Saint-Raphaël qui a réalisé une belle performance avec 17 arrêts. Ouais, effectivement, sacrée performance de Djukanovic. Stéphanie, Jérôme Fernandez en avant-première dans le set de la JPS qui va sortir demain. C'est mérité. C'est mérité. Enfin, c'était surtout, franchement, dans l'envie, l'enthousiasme et la réussite, oui, mais c'était surtout traduit par tout le groupe derrière qui suivait. Et vraiment, quand lui a dû souffler, Valentin Porte a pris lui le relais. Nemanja Ilić a été bon toute la partie. Donc non, j'ai trouvé, en tout cas, beaucoup plus équilibré que les années précédentes. Ouais. Voilà. Effectivement, belle équipe de Toulouse. On a été complet, donc vous allez retrouver quelques petites brèves que Sébastien Rimchak nous prépare sur le site. Et la semaine prochaine, je vous le rappelle, ça sera Cyril Dumoulin qui sera avec nous, le portier de Chambéry. Et on parlera forcément du gros match, Paris, mais aussi Paris-Chambéry et les autres équipes. Et je vais remercier, je vais commencer par Stéphanie. Merci pour cette deuxième. C'était encore un réel plaisir. J'espère que vous prenez aussi pas mal de plaisir avec nous. Hein. Beaucoup. Merci à vous en tout cas. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Stéphanie. Sébastien Ripstein. Merci Seb. Belle chronique sur tout ce qui se passe à l'étranger. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et puis Sébastien Mangin, merci Seb également d'être toujours là. On sait que tu sors juste de l'entraînement et tu sautes sur ton ordi et on t'en remercie. De rien, merci à vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, passez une bonne soirée et puis retrouvez le reste des programmes de RTS Radio sur le site. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.